à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, envoyez-nous les nouvelles que vous voyez passer. N'hésitez pas de les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports au pluriel, sur n'importe quel média social. Et ça va nous faire plaisir de parler des sujets que vous trouvez pertinents. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. Demandez vos questions, mettez vos commentaires. On va essayer de les prendre au fur et à mesure du stream. Et comme vous le savez, on reposte une des questions qui est demandée à chaque semaine sur les médias sociaux d'Able Esports pour justement vous entendre la communauté. On veut les points de vue de tout le monde et simplement de jaser de nos projets et faire rayonner les sujets desquels on parle. Donc, sans plus tarder, vous m'avez moi de retour 1000 VP développement des affaires et cofondateur chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Cette semaine, 3 nouveaux venus. Surnatural, propriétaire de Vexo, desquels on a parlé souvent sur ce podcast. Echo, graphiste chez Behavior et Mirage, aussi une organisation québécoise de laquelle on parle souvent. Et Jay, ou Your Boy Jay, ou Cédric, streamer Twitch pour Emergence, si je ne me trompe pas, assez récemment. Donc, messieurs, merci d'être là. Merci à tout le monde dans le chat. Comme merci à l'habitude. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme à chaque semaine, on a beaucoup de sujets à l'affiche. Un peu moins de sujets organisation spécifiques, un peu plus de sujets généraux cette semaine. Et franchement, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même des beaux sujets de discussion, puis j'ai hâte de vous entendre dessus. Donc, premièrement, on va commencer avec des organisations, ou plutôt des équipes. Donc, Nocturnes et Gaming Gladiators perdent leurs équipes de Rainbow Six en NACL. On a parlé de Nocturnes à quelques reprises durant ce podcast, vu qu'à la base, c'était une équipe québécoise de Rainbow Six qui compétitionnait en Tier 2 dans la NACL ou la Northern American Challenger League. Et ils sont encore là, mais un peu moins québécois aujourd'hui. C'était anciennement justement l'équipe à Windstorm qui avait été comme repris par Ripsaw, maintenant connu sous le nom ou sous le pseudo de Memories, qui avait acheté le spot de NACL de Windstorm afin que ses amis puissent continuer d'y compétitionner dans cette ligue-là. Bref, avec le temps, l'équipe a eu de moins en moins de joueurs québécois. Et ce dernier roster en Stage 2 de NACL, je pense qu'il y avait plus de Québécois, ou peut-être juste un, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, l'équipe a terminé le stage comme, entre guillemets, middle of the pack, en bon français, en 6e place sur 11 équipes, avec une fiche respectable quand même de 5 victoires et 5 défaites. Comme vous voyez à l'écran, par contre, l'équipe se voit maintenant forcée de fermer ses portes à cause qu'elle ne compte pas la règle du 3 en 5. Version courte de cette règle-là, au moins 3 des joueurs qui ont joué dans un stage doivent continuer avec l'équipe pour qu'elle soit éligible pour le prochain stage. Donc, un changement maximum de 2 joueurs sur 5, si vous faites vos mathématiques. Sauf après la 3e ronde ou la 3e stage de l'année, c'est là qu'on peut changer l'équipe au complet sous quelques conditions. Mais bon, là, on est en stage 2, on s'en va en stage 3. Maximum de 2 changements de joueurs. Et bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Nocturnes. Gaming Gladiators sont pas mal dans la même histoire. Fait qu'eux ont fini 10e sur 11 équipes avec 3 victoires, 7 défaites. Gaming Gladiators, c'était antérieurement connu comme OCG ou Oceanus Gaming, une organisation majoritairement ontarienne avec quelques fondateurs québécois qui a été achetée par Gaming vers le début de cette année. Puis on a couvert cette nouvelle sur ce podcast. Et il y avait dans le dernier roster, ou le roster qui vient de s'écrouler, Quartz dans l'équipe, qui jouait pour Gaming. Quartz, c'est un Québécois qui avait antérieurement joué en NAL ou Tier 1 dans l'équipe de Mirage. Bref, donc Gaming se retrouve eux aussi dans la même situation que Nocturnes, doivent donc délaisser leur place en NACL vu que moins de 3 joueurs reviennent après la pause. Par contraste à Nocturnes, par contre, où c'est vraiment la structure au complet qui prend fin parce que c'est leur seule équipe. Pour les Gladiators, ça continue de compétitionner dans d'autres jeux, incluant un tweet aujourd'hui même qui annonce que leur nouvelle équipe
de Rainbow Six vient de se qualifier pour le Six Major. Ça, c'est une équipe en Asie-Pacifique. Donc, le Six Major, c'est le tournoi organisé par Ubisoft qui sert de finale interrégionale pour chaque stage des ligues régionales. Semble donc avoir atterri sur leurs pieds pour la part de Gaming. Bref, au moins 2 équipes qui ne sont plus éligibles de jouer. En plus de Elisar qui ont terminé dernier de la 2e stage, ils feront donc face à une relégation possible. Fait que Ubisoft devront combler au moins 3 places dans la ligue. On verra comment ils vont s'y prendre. J'ai un peu regardé la liste des équipes. Il y en a juste 11, peut-être 2 ou 3 organisations dans toute cette liste-là qui restent. Le reste des équipes comme Free Agent en bon français. Moi, je suis un peu la ligue depuis quelques temps, puis ça semble être la même histoire depuis un bout. Il y a peut-être une plus grosse question ici de comment rendre la NACL plus intéressante pour les organisations et du coup peut-être ramener un peu plus de stabilité dans les rosters des équipes. Mais je vous laisse réagir si vous avez des réactions. C'était quand même intéressant pour moi comme sujet, mais quand même intéressant, mais t'en as dit pas mal. Là. Ouais. T'en as dit pas mal, mais... Ouais. C'est sûr que c'est plate la règle des 3 sur 5, mais je pense que c'est une bonne règle parce que sinon tu pourrais te ramasser avec des teams qui changent complètement entre 2 stages, puis ça fait comme pas de sens selon moi. Là. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que tu peux voir le même genre de règle dans CSGO. La 1000 t'es un peu plus au courant par rapport à ECA, mais ECA la règle c'est que 2 des joueurs doivent jouer 3 des 4 premiers matchs de la saison d'après. Enfin, c'est un peu plus peut-être un peu moins punitif, mais c'est sûr que ça évite justement des énormes boosts en ramenant 5 joueurs monstrueux puis après changer. Enfin, malheureusement, oui, c'est une règle qui est plate pour certaines équipes, puis ça fait qu'il y a des équipes qui doivent disband, puis des joueurs qui doivent se retrouver des équipes, mais à mon avis, c'est une règle qui est quand même nécessaire. En même temps, ce qui est comme plate aussi, c'est pour rajouter là-dessus, tu sais, comme tu disais, changer les équipes en plein milieu. On s'entend-tu qu'une équipe, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle pratique des heures et des heures et des heures ensemble. Fait que s'il y a tout le temps 1 ou 2 ou 3 qui changent tout le temps, puis c'est une boucle sans fin, il n'y a pas de sérieux, il n'y a rien pour tenir le roster genre viable puis en santé. Fait que c'est sûr que ça va. Puis on l'a vu aussi l'année passée avec Mirage, là, entre le stage 2 et 3, il y a eu beaucoup de changements, puis ça a vraiment pas été fameux. Puis là, moi je pense que ça va amener une stabilité, puis les gros noms vont vouloir s'inclure peut-être dans la Challenger League. Comme les Luminosity, ils se sont pognés un spot dans la CL, puis d'abord ça va en amener d'autres à le faire aussi. Pourquoi tu penses que ça va amener d'autres orgs? Parce que ça va être assez stable. Puis je pense que Ubisoft font ça justement parce qu'il y a des gros noms qui vont peut-être vouloir... Tu parles genre d'une franchisation plus poussée? Ou? Peut-être avec les challengers, je sais pas. Tu sais, comme on voit avec les contenders avec Overwatch, peut-être. Ouais, on parlait de plus, une rumeur de plus de franchisation. Il y a une couple de stages. Là, je sais pas si j'ai pas de temps suivi, mais je pense pas que ça s'est fait à date, là, à moins que je me trompe. Je sais pas. Echo parle de gros noms qui peuvent revenir sur la scène des sports sur Rainbow Six. On peut avoir le même exemple sur Valorant. Je change carrément de jeu, mais tu sais, sur Valorant, Optic, ça faisait des années qu'on n'entendait plus parler sur d'autres jeux. Puis là, ils viennent d'arriver sur Valorant, puis ils pètent tout. Là. C'est une équipe qui sont là depuis des années, puis ils viennent d'embarquer genre dans le top. Ouais, il y a une question de timing pour Valorant. Valorant, justement, ils viennent de comme un peu... Là, je sais pas si le bon mot c'est franchisation, mais viennent justement de lancer comme ça va être qui les équipes officielles de Valorant. Fait qu'on a vu beaucoup justement du Tier 2 de Valorant, beaucoup d'organisations quitter la scène à cause qu'ils seront pas tombés dans cette bucket-là d'équipes qui ont été acceptées. Puis c'est un peu ça le parallèle que moi j'aimerais faire avec Rainbow Six, c'est qu'en NACL, ça bouge beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'organisations. Luminosity sont là, puis je suis quand même assez surpris de les voir là, mais c'est très très cool. Puis j'espère justement, comme Echo a dit, que ça va être un trend grandissant parce que c'est une scène qui peut être assez vibrante, qui peut être très très cool. C'est pas le plus gros jeu, c'est un vieux jeu, c'est pas nécessairement un jeu en croissance, mais il y a toujours eu une relativement petite, mais quand même pas négligeable communauté qui ont beaucoup d'énergie. Les événements, genre même le Invitational, les foules sont malades. Là. Ouais, c'est ça, c'est des trucs incroyables. C'est une petite communauté, mais les supporters sont là, puis c'est incroyable à chaque fois. Là.
Ouais, puis moi, ce que j'adore, justement, c'est un jeu Ubisoft, fait à Montréal. Souvent, on a les majors ici aussi, ou du moins historiquement, puis je suis certain que ça va revenir. Puis, Oui. ça crée quelque chose de très vibrant au Québec. Moi, ce qui est malheureux, puis je l'ai mentionné, Nocturnes, à la base, c'est une équipe full québécois. Il y a 2 stages, il en restait quand même 3 ou 4. Là, je viens de regarder toutes les équipes. Il y a 11 équipes en NACL, donc 55 joueurs. Il y en a juste 6 qui sont canadiens, donc même pas 10%. Il n'y a plus d'équipes québécoises. Puis moi, un des problèmes en NACL que j'ai vu, parce que Able, on a essayé de rentrer en NACL, puis on est même allé chercher un spot, puis on l'a jamais annoncé, puis on a laissé aller l'équipe, parce que les expectatives de salaire de ces gens-là sont comme démesurées en Tier 2. Le retour sur investissement dans cette bucket-là est très minime, sinon quasi inexistant. Puis ces gars-là ont été offerts des salaires par des organisations anciennement. T'sais, on pense à Honor, on pense à, je sais pas, n'importe lesquels, qui ont offert des salaires de genre 1000$ par joueur par mois à ces joueurs-là. Tu sais, fine, at the end of the day, c'est pas un salaire, tu peux pas vivre là-dessus, ou du moins pas très bien, mais ils ont été offerts des salaires comme ça. L'organisation est morte après 6 mois parce que ça n'a aucun sens, puis ils n'ont jamais un retour sur investissement. Mais là, maintenant, ces gens-là pensent que c'est le salaire moyen de la NACL. Fait que là, on voit 2 ou 3 orgs sur 11 équipes dans la NACL, puis je trouve ça dommage. Je sais pas si Ubi ont des plans justement à rendre la scène Tier 2 un peu plus viable, mais selon moi, elle l'est pas en ce moment. Même que la scène Tier 1 à Rainbow, j'adore le modèle, puis relativement à d'autres jeux, est assez viable en termes de financement pour les organisations, puis on en a parlé un peu avec Babin, qui est le fondateur de Mirage, puis qui ont une équipe en NAL. Fait que je sais pas s'il y a un problème un peu plus grand, mais je suis un peu surpris quand même. 2 équipes viennent de mourir. Ça veut dire que 10 joueurs dans la NACL, qui est pas facile de rentrer dans la NACL en tant que joueur, ont comme décidé de juste délaisser leur place en NACL, puis pas continuer. D'habitude, c'est quelque chose que le monde se bat assez fortement pour accéder, right? Nocturne, c'est une grosse équipe. Là. Ils ont quand même eu Nyx puis Marmalade dans leur équipe. Ouais. Puis c'est des gros noms. Là. Puis moi, je pense que les joueurs de la NACL, ils veulent un gros salaire parce qu'ils jouent contre des gens qui ont déjà été dans la Pro League. Ouais. C'est ça. C'est clairement à cause de ça. Ils se disent, moi, je suis capable de compétitionner contre des T1 puis des pros qui ont déjà été dans la NAL. Pourquoi j'aurais pas de salaire, moi? Mais tu sais, en même temps, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est du monde qui disent... Il y a du monde à mon niveau qui ont eu des salaires. Moi, je mets un 30 heures, comme Jay l'a dit, il faut que tu pratiques. Là. Je mets un 30 heures par semaine pour jouer à ce niveau-là. Je mérite un salaire. Puis je les comprends. D'un côté, je les comprends dans le sens que pourquoi rejoindre une org si je me fais pas payer? Je vais rester free agent. Genre, what's the point? Là, si j'ai un 100$ par mois ou si genre, vous m'envoyez des jerseys, genre, je m'en fous, right? Une team comme One Shot. Ouais, c'est ils ça. n'ont pas vraiment d'investisseurs ou Ce que je whatever. trouve C'est plus une spécial, gang de boys qui c'est se sont... ce que je trouve spécial, c'est plus les joueurs qui veulent plus jouer ensemble, surtout pour gaming, qui ont eu des relativement bons résultats, mais bref. C'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est comme... Est-ce que... Parce que j'imagine que sans roster, ils peuvent pas réellement rester à ce niveau-là puis jouer dans ce niveau-là, à moins qu'ils retrouvent... Il faut qu'ils rentrent dans un autre roster. Fait que c'est sûr que certains de ces 10-15 joueurs-là vont sûrement aller dans d'autres rosters. Mais ça veut dire qu'il y en a certains dans ces 10-là qui vont plus être là. Puis je me dis, est-ce que genre ça aurait pas valu l'effort de rester ensemble pour genre garder le spot? Je sais pas. C'est ça mon questionnement aussi. Ça veut dire qu'ils ont changé 3 joueurs minimum. Mais est-ce que ça valait le coup? Ouais. Même comme Mill disait, ceux qui sont dans l'e-sport, ils se battent tellement pour avoir les places au top. Quand il y a une opportunité qui se présente, ils foncent et puis ils foncent. Là. Fait que eux autres, ils viennent juste de dropper ça comme ça. Là, puis les 10 prochains qui vont embarquer, je le souhaite de s'accrocher parce que c'est bon. C'est ça, parce qu'il y a les relégations qui se font, donc nécessairement le tournoi de promotion pour accéder à la NACL. Puis il y en a des équipes dans ce tournoi-là. Là. Il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de joueurs qui essaient de rentrer. Puis là, toi, t'es déjà là, puis fine, ça arrive, là, des fois, une équipe qui marche juste pas, là, internellement, puis c'est correct, mais je suis un peu surpris d'en voir 2 ou 3 du coup en même temps, puis je sais pas si c'est un trend, puis si c'est normal, mais moi, ça me semble un peu bizarre, là.
Ben, c'est sûr que si c'est des problèmes intérieurs avec l'équipe qui ont fait que ça a fermé puis que ça a juste parti en couille, c'est sûr que c'est un peu plate. Mais si c'est vraiment juste le fait qu'il n'y a pas eu de performance, ça c'est encore plus plate. Là. Ouais. Fox il dit qu'il y a beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup de changements en NAL Tier 1. Fait que Ouais, ben, la NACL il monte et descend. Ouais. Si tu regardes le leaderboard de la NAL cette année, des gros noms qui sont dans le bas du classement. Ouais, fait qu'ils vont. Mais eux aussi, si je me trompe pas, ont la même règle, right? Genre, ils peuvent pas embarquer plus que 2 joueurs. Fait que, mathématiquement parlant, comme même là, j'étais un peu surpris, mais bon. Anyway. Fait que malheureusement, 2 équipes historiquement québécoises ont perdu leur roster, mais comme j'ai dit, il restait plus tant de Québécois là-dedans. Mais je tenais quand même à le souligner. En parlant de Québécois, par contre, on va parler de nos amis chez Vexo. Donc, il y a une équipe, justement, 100% québécoise de Valorant qui a joué dans le Nerd Street Gamer sous la bannière de Vexo cette semaine. Donc, on a parlé de l'équipe de Valorant de Vexo à quelques reprises sur ce podcast. C'est une équipe formée de joueurs américains, ou du moins majoritairement, qui sont présentement classés 40e en Amérique du Nord sur le site web de VLR, ce qui est très bon. Cette semaine, par contre, on a vu une équipe de Québécois représenter la org dans le plus récent tournoi Nerd Street Gamers. Donc, il s'agit de l'équipe formée de Wrong, Antol, Rimka, Dynasty et Swift. C'est des noms qui doivent être pas mal familiers pour ceux qui suivent un peu la scène québécoise de Valo. Swift, Dynasty et Antol étaient dans l'équipe de Synergy qui a gagné le LAN ETS et le LAN du King of the Spike plus tôt cette année. Puis, il était antérieurement chez Able Esports. Wrong, il était plus récemment chez Rackaroos, et aussi antérieurement chez Able, et avant ça chez Team Flux, si je ne me trompe pas. Et Rimka était le substitut et coach chez l'équipe de Able, qui ont fini 2e au LAN ETS et au LAN du King of the Spike. Bref, super belle équipe sur papier, formée récemment après les disbands des équipes de Synergy, Able et Rackaroos, pas longtemps après le dernier LAN ETS. Ils ont par contre pas eu les résultats souhaités au Nerd Street Gamers. Je pense qu'ils se sont fait éliminer avec 2 pertes d'affilée en commençant le tournoi. Ouais. C'est aussi une équipe qui a joué récemment pour le qualifier du Bell Esports Challenge puis qui ont perdu contre Alpha One, je pense, en demi-finale. Puis Alpha One qui sont, eux, allés se qualifier pour les finales à Toronto dans quelques semaines. Fait que l'équipe à l'écran, si je ne me trompe pas, va par contre probablement essayer de se reprendre lors du 2e qualifier du Bell Esports Challenge qui s'en vient dans quelques jours. Bref, je fais peut-être Surnaturals pour nous en dire plus. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être juste Vexo avait un spot dans le Nerd Street Gamer. Ils ont demandé à ces gars-là s'ils voulaient jouer. Mais il y a peut-être aussi un trial qui se donne, voir s'il y a un fit entre l'équipe et l'org. Moi, vous savez, pour ma part, je suis toujours excité à l'idée d'avoir des équipes québécoises, surtout dans des orgs québécoises. Mais on verra peut-être prochainement s'il y a une annonce à quelque part. Mais je sais pas si Surnatural, tu as des leaks à nous donner ou du background, ou si les deux autres, vous voulez commencer avec on veut les dossiers. On veut les dossiers. Non, moi, je trouve que c'est une méchante. C'est une belle équipe qui a beaucoup de potentiel. Ouais. Là, mais oui, on voit les gros noms. C'est tout du monde qui ont été Radiant et Immortal. C'est vraiment le fun à voir. Moi, personnellement, je connais très bien Wrong, puis je connais très bien Swift aussi. Swift, je le connais depuis le temps de CSGO. Fait que sérieusement, c'est un gars qui est très polyvalent puis qui a un aim de fou, sérieusement. Puis en plus, je me rappelle plus c'est quel acte, mais il a été le #1 Radiant. Ouais. Il a grindé genre le premier soir puis il s'est rendu au #1. Sérieusement, ça a été court, mais il a travaillé pour. Fait que moi, j'ai mon chapeau d'avoir été quasiment Swift, tu grindes. Swift, tu dors pas. En parlant de dormir, Swift, tu dors pas. En plus, Dynasty, j'avais vu un peu de résultats avec Synergy dans le temps. Fait que il y a juste Rimka que je connais pas par contre. Mais sérieusement, je le souhaite de s'en prendre sur le 2e parce que ouais, c'est le fun de voir de plus en plus de Québécois dans des équipes québécoises. C'est fou avoir 2 équipes québécoises dans les finales sur 4 équipes du Bell Esports Challenge. Ça serait le fun, puis en même temps, ça serait drôle. Ouais. C'est vrai. Non, bah écoute, c'est un peu pas mal ce que tu as dit, c'est-à-dire que effectivement, on avait un spot, puis on a voulu donner une chance à cette équipe-là. Mais c'est parce que cette équipe pouvait pas jouer ou? Exactement, oui, comme des petits soucis de planning et autres. Sinon, c'est sûr qu'on les aurait envoyés parce que c'est notre équipe pareil. Là. Mais c'est ça, on a vu cette équipe-là, puis en fait, c'est
Ce qu'il faut savoir, c'est on les a pas recrutés réellement en se disant que ah tiens c'est une équipe québécoise. Ironiquement, c'est notre manager qui est venu qui a dit tiens il y a ce roster là qui pourrait nous représenter pour cet événement là. Puis on a fait eh tiens c'est les anciens synergies, c'est des Québécois, c'est tous On les connaît, ces gars-là. Ouais, c'est ça. Puis donc c'est comme ça qu'il y a eu le spot puis qu'ils nous ont représentés. Malheureusement, ça s'est mal passé pendant le tournoi, mais ça veut pas dire que on veut pas leur donner une autre chance ou éventuellement là on regarde. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise. Mais nous, c'est vraiment une question que je sais que toi, tu tiens à cœur que des équipes québécoises rejoignent des ordres québécoises, mais nous personnellement, puis c'est une discussion qu'on a eu un peu, mais comme on veut les considérer comme n'importe quel autre roster. Ouais. Dans le sens où... Ouais, il n'y a pas de bonus parce qu'ils sont là. Moi, personnellement, ça change rien du tout qu'ils soient québécois. Ce qui va compter, c'est leur performance. C'est nice, c'est génial qu'ils soient québécois. Puis l'avantage d'avoir un roster québécois, c'est que tu peux aller à des LAN canadiennes, québécoises. Donc ça donne un gros avantage local. Ça, je suis totalement d'accord. C'est sûr que d'avoir une équipe américaine, tu vas pas l'envoyer à la noter, ça va te coûter plus cher que tu vas gagner, même si tu fais première place. Je peux même pas voir la facture. Ouais, c'est ça. Il y a des gros LAN aux États-Unis. Il y a des bonnes LAN, effectivement. Il y a Toronto, il y a un LAN à Toronto à 10 000 de prize pool, le deuxième Viper Spit qui s'en vient bientôt. Là. C'est sûr que c'est des décisions et autres. Là, on est en train de regarder, à part, mais pour envoyer notre équipe CS à la Fragadelphia, vu qu'on va probablement être qualifié. Cool. C'est quand même un événement à 104 prize pool. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça a comme remplacé un peu le CS Summit, ça, je pense. Ouais, c'est plus gros en Amérique du Nord. Mais en tout cas, pour revenir à Valorant, on les considère pas comme privilégiés parce qu'ils sont québécois, mais c'était le fun effectivement de voir une équipe québécoise nous représenter. Même si ils auraient pu représenter mieux que ça la scène québécoise. Et je suis sûr que, comme tu dis, au Bell eSport, ils vont être capables de la représenter certainement bien mieux que ça. Je pense que oui. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a mal donné, ça arrive. N'importe quelle équipe peut. Ça arrive. Il n'y a rien de grave. C'est une nouvelle équipe aussi, là, c'est des bons joueurs, mais ils jouent pas ensemble depuis longtemps. Là. Il y en a 3 que oui, mais... Il y en a 3 que oui, mais tu sais, les 5 joueurs ont déjà fait partie du top 40. Ouais. Exact. Ouais. C'est des gros joueurs, puis ils sont capables de jouer très fort. La synergie est peut-être à développer encore, mais c'est. Le jeu de mots est subtilement validé. Merci. Subtilement validé. C'est sûr que c'est indéniablement des excellents joueurs. Fait à voir avec ça. J'ai hâte de voir. Le prochain sujet, Acadian Woman, qui travaille sur l'organisation d'un tournoi de League of Legends. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Acadian Woman est une streamer québécoise depuis 2021 avec un following de plus de 7000 personnes sur Twitch. Elle annonce donc cette semaine qu'elle travaille sur un assez gros projet depuis un moment, comme quoi qu'elle prévoit organiser un tournoi de League of Legends à l'automne qui serait, entre guillemets, égalitaire et permettrait à tout le monde de jouer, donc un système de pointage pour baliser les équipes, si j'ai bien compris. Moi, ça m'a rappelé le tournoi de Valorant des Vinci Rivals que Léo Vinci vient d'organiser il y a comme 2 semaines, qui était un franc succès selon moi. On a parlé de ce tournoi lors de notre dernier podcast, je ne me trompe pas, que vous pouvez aller écouter sur YouTube, Spotify, puis d'autres plateformes de podcast. Bref, Acadian Woman se demande dans son post si les prix attirent vraiment les joueurs. Puis moi, c'est cette question-là que j'aimerais vous poser puis vous entendre dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça va être important pour elle de mettre des prix ou même des prix élevés pour attirer les joueurs ou est-ce que c'est pas nécessairement nécessaire? Moi, je pense que malheureusement, c'est du bling-bling. Puis malheureusement, je pense que oui, quand ton tournoi est sponsorisé puis il y a un gros cash prize, les gens viennent plus. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis, encore une fois, c'est tough pour les organisateurs parce que tu veux pas mettre d'entry fee parce que ça attire pas les gens et puis les plus petites équipes vont pas vouloir venir. Mais faut que tu aies un cash prize. Puis les entry fees, ça tire à monter un cash prize. Enfin, là, la meilleure option, c'est de trouver des partenaires. Mais pour trouver des partenaires, faut que tu aies de l'expérience puis que tu puisses prouver que tu vas ramener du monde. C'est comme un cercle vicieux qu'on dirait que c'est impossible de rentrer dedans et de faire quelque chose de bien. On avait un peu vécu ça quand on avait fait notre tournoi sur Overwatch. Puis ça avait bien marché, mais c'était un petit cash prize parce que les équipes Overwatch s'en foutent un peu.
Puis il y a eu beaucoup d'équipes québécoises qui étaient là, c'était génial. Mais c'est ça, monter un tournoi, je pense que plus ton cash price est petit, moins t'auras de grosses équipes qui vont venir. Je pense que c'est ça le but de son truc, c'est d'avoir des petites équipes, non? Je pense que c'était ça. Ben, ce qu'elle dit, c'est. Je pense ben, que- Ce qu'elle dit textuellement, c'est. Elle veut faire ça avec un système de points afin que les équipes ne soient pas, entre guillemets, stack et que tout peuvent jouer. Ben, c'est pour éviter justement que tu aies juste des grosses équipes, puis que, mettons, t'as Ouais. une petite équipe, par exemple, là, je mets ça, tu sais, un gros exemple à prendre à 1000 degrés, là, mais tu pognes une équipe qui est genre master, puis une petite Ouais. équipe qui a juste envie de s'essayer pour le fun, puis avoir du fun, mais de bronze. Puis t'es Ouais. pognes ensemble, c'est clair qu'ils se font éclater. C'est ça, Dans mais. le fond, elle, ce qu'elle veut faire là-dedans, c'est pouvoir donner la chance à tout le monde de jouer, puis d'avoir d'à peu près des adversaires dans le même niveau, je pense. C'est ce qu'elle veut Ok. essayer de faire. On a C'est fait exactement la c'est même moitié, chose. je dirais, c'est moitié compétitif, dans le sens où c'est qu'il faut qu'il y ait des équipes, puis tu sais, avoir du monde à un certain niveau, puis moitié communautaire pour essayer de ramener le plus de monde possible, puis inclure tout le monde dans le tout. Mais là, Ouais, moi, je un vois peu ça deux avec- options là-dedans. Soit tu fais différentes catégories, genre tu fais des tournois parallèles, ou soit c'est toi qui crée les équipes. Ouais, right? c'est ça. Moi, je pense que ce serait mieux ça. Genre, tu envoies ta candidature, tu dis ton rôle, puis elle a fait les équipes, genre. C'est ça. Puis elle essaye au maximum de faire équitable dans tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je dirais que ce serait la meilleure option, parce que dans le sens que si le monde... Mais Ben, c'est compliqué. ouais, c'est Mhm. vraiment compliqué, parce que si elle met du cash prize, là, tu vas avoir deux écoles. Tu vas avoir ceux-là qui vont pour l'argent, puis ceux-là comme moi C'est qui ça. vont là juste pour le côté genre esprit Le fun, d'équipe, c'est travail ça. d'équipe, Ouais. le fun, mais juste vraiment le fait d'être en équipe, le travail d'équipe. Parce que Moi, je c'est ça que prendrais- c'est les deux écoles de Moi, je- j'adore, je- moi, je suis connu, j'adore là. son idée. Puis, comme je vous Ouais, c'est dis, une ça très me bonne idée. rappelle ce que Léo a fait. Léo, pour ceux qui ne savent pas, les Vinci Rivals, c'était 4 équipes. Il a choisi comme 4 capitaines d'équipe. C'était low elo, fait gold Moi, c'est au ça, moins à c'est ça que je Valorant. ferais, moi, je pense, à Ça, sa c'est place. très cool. Si, Moi, je pense tu que c'est ça que je fais, ferais. si tu fais un système de pointage où c'est un peu toi qui forme les équipes, ça peut être cool aussi, puis même peut-être encore plus cool, mais je dirais quasiment que si tu mets un prize pool pour attirer trop de gens ou plus de gens, ça risque d'être détrimental. Parce que si tu as 64 équipes de 5 personnes dans ton tournoi, ce qu'on a, nous, chez Able, avec juste 500$ de prize pool dans notre tournoi de Valo, ça fait 64 fois 5 personnes que tu vas devoir placer, puis ça devient ingérable. Fait que Ouais. moi, si j'étais elle, moi, je dirais comme vas-y avec des gens locaux qui te connaissent, tu sais, vas-y avec ton entourage, va trouver du monde un peu de tous les rangs, c'est parfait, du monde que tu connais, à qui tu fais confiance, que c'est pas des smurfs, on s'entend. Là. Ah ouais. Après, tu formes des équipes, tu fais un peu comme Léo, tu peux même tu sais, rajouter des overlays sur tes games pour justement lancer des challenges à ces équipes-là, tu sais, rendre ça encore plus dynamique. Avec des prix, mais moi je mettrais quasiment les prix pour les viewers ou pour des joueurs qui font quelque chose de fou in-game, tu sais, comme des challenges. Genre, un joueur qui fait un triple kill va se mériter, puis là je prends nos commanditaires chez Beau, mais une caisse de gourou, whatever. Tu sais, ça c'est déjà, je trouve, meilleur comme prix, puis meilleur, c'est plus dynamique, plus différent comme tournoi que juste mettre un prize pool de 2000$, où est-ce que tu vas avoir des grosses équipes comme Jay le dit, mais après ça devient, tu sais, nous chez Able, on fait 500$ dans nos tournois, puis on ouvre le tournoi à n'importe qui, mais c'est sûr que les équipes de Gold se font rouler parce qu'il y a des grosses équipes de Radiant, puis tu sais, sur les 5 desquels on vient de parler pour Vexo, ils jouaient dans nos tournois, puis ils se rendaient en finale. Mais tu te prends contre ces gars-là, même si t'es Diamond, comme t'as aucune chance. T'sais. Aucune chance. Là. Tu vas peut-être te pogner une ronde ou deux si t'es chanceux, C'est ça. mais Fait que pire, c'est j'aime je son dis ça, mais idée. la seule fois où on a participé à votre tournoi, on s'est fait éliminer premier tour. Ben exact. Puis t'es même pas, t'es même pas Yeah. mauvais en termes de joueurs de FPS. Fait que moi, ma réponse à elle, c'est réponse courte, oui, prize pool, ça amène plus de joueurs. Genre, ça, on le sait. Mais réponse nuancée, c'est peut-être pas ça que tu veux. Tu veux peut-être pas trop de joueurs, right? ouais, Je pense effectivement que c'est ça. Ouais. Comme Elle je te disais, moi, dénaturerait un peu le Si tu mets concept. le cash, c'est clair qu'il y a juste genre, excusez, c'est un terme un peu cru, mais genre, il y a que les avoirs qui vont arriver, puis tout le monde qui veut avoir du fun, ils vont faire non, nous autres, ça ne tente pas. Surtout si elle veut caster ça, puis là, je sais pas, peut-être elle castera en anglais, j'en ai aucune idée, mais si tu casses ça en français, puis nous, on a ce problème-là aussi,
Si tu casses ça en français, puis tu ouvres ça à tout le monde, tu as 64 équipes de monde qui veulent gagner de l'argent. T'as pas beaucoup de gens québécois là-dedans, ni ton public va pas être tant intéressé d'écouter une bunch d'Américains ou d'Ontariens ou whatever, puis j'ai rien contre ces gens-là, mais moi, je suis moins impliqué avec ce monde-là, fait que ça me tente pas de les voir jouer. Tandis que The Vinci Rivals, tu vois des Québécois, des streamers que tu connais qui jouent, qui sont pas bons, tu peux relate, tu les Mais vois oui, c'est whiff. ça, c'est bien plus drôle. Il a streamé pendant 6 heures à genre 150 viewers de moyenne, puis c'est comme le trip de ce que Léo a d'habitude, fait que c'est très très cool. Parce que là, en plus, parce qu'avec ça, il n'y a pas juste sa communauté à lui, il est allé chercher le monde de toutes les communautés, fait que ça a tout ramené du monde. Tu regroupes les communautés de tous les joueurs. Ouais. C'est comme ça, c'est ça qui est le fun, parce que là, tu te fais un événement québécois avec toutes des grosses têtes d'affiches québécoises en termes de Twitch, puis tu ramènes toutes les communautés ensemble, puis ça permet de découvrir d'autres mondes. Fait que tu sais, c'est un tout en un, là. Puis, comme je l'ai ajouté, genre, je regardais le chat tantôt, il y a Pinky qui disait à peu près la même affaire que moi tantôt. Elle dit dans ce genre d'événement, pas besoin de prix, la visibilité, vivre l'expérience va attirer du monde. C'est ce que je disais par rapport, tu sais. T'as le monde qui veut juste l'argent, t'as le monde qui veut être là pour l'expérience, l'esprit d'équipe, puis tu sais, juste. Genre, puis une soirée, un vendredi soir, le fun entre, casual. Puis en plus, pour ajouter sur le fait qu'on dit que c'est peut-être pas nécessaire de mettre un price pool, il y a Fort qui dit, anyway, elle a une assez grosse communauté, faire ça sans price pool. C'est ça. C'est vrai, ça c'est le monde qui peuvent se permettre de faire des tournois puis pas nécessairement mettre de price pool parce que juste la communauté, ils ont tellement envie de participer puis juste faire plaisir c'est ça, elle va déjà se trouver 4 à 8 équipes. Ça va être de même. Là. Je pense que le mieux, effectivement, c'est que dans cette optique-là, c'est quasiment mieux qu'elle ne mette pas de price pool parce que ça va attirer justement le côté récréatif. Je le vois quasiment comme si elle organisait une petite ligue amicale de soccer. Exact. C'est un peu, c'est pas un major, c'est genre la petite ligue de quartier qu'on fait des équipes, on a du fun. Genre, c'est souvent plus le fun de regarder, right? Parce que tu connais ces gens-là, puis c'est. Les gens sont drôles, puis ils se font torcher, puis ils trouvent ça drôle. C'est ça, bien sûr. Sur ce point-là, il faudrait qu'elle mise plus sur le côté communautaire que compétitif. Oui. Ouais, puis en tant que streamer, je pense que c'est justement ça. C'est le but ultime de tout ça, c'est de grandir ta communauté. Fait que pourquoi tirer avec trop compétitif plutôt que communautaire, mais... c'est ça, parce que là, c'est à double tranchant, parce que là, oui, tu organisais un tournoi, sauf que si toi, normalement, t'as l'habitude de divertir le monde sur ta chaîne et ta communauté, puis là, d'un shot, tu le garoches une compétition de jeux vidéo dans la face, puis ils connaissent pas ça, puis ils voient que c'est trop sérieux. Ouais, puis c'est super sérieux comme casting, puis tout. Si le tryhard est au maximum, là, le monde va pas aimer ça, puis ça va juste partir, puis ça va lui donner un gros coup. C'est ça, c'est pas le même... C'est pas le même marché cible. Non, je suis d'accord. C'est sûr que, tu sais, oui, elle va faire ça, sa communauté va la suivre à 110% parce qu'il y a des fidèles. Mais en même temps, ça va quand même lui donner un grand coup de poing dans le front. Là. Passer du divertissement casual à plein d'affaires, tu sais, rigolo. Parce que je pense qu'elle a déjà fait du Just Dance, affaire de même, tu sais. Son stream est cool, puis il est varié, puis... Ben, cool. Je pense qu'on est d'accord. Qui a jamais fait de ligue. Ben ça, c'est ce qu'on a parlé avec Léo il y a une couple d'épisodes. Puis c'est quasi encore plus nice, tu sais. C'est bien plus drôle. Moi, ça serait tellement le fun de League ou n'importe quel jeu, genre Valorant. Tu rentres un gars de CS dans Valorant qui a jamais vu Valorant, là. Oh, il y a de la magie à gauche, un gros nuage à droite, tu sais, c'est comme... Ça doit être il y a 3 bulles de voie lactée dispersées sur la map. Ils viennent de tuer un dragon, je sais pas trop pourquoi. C'est genre un crawler. Bref, mais c'est cool à la base qu'elle organise, puis moi, j'ai pas tant suivi la scène de tournois casual organisés par des streamers, mais j'aimerais en voir de plus en plus. Honnêtement, c'est vraiment le fun à écouter. Moi, personnellement, j'en ai vu pas mal, puis surtout dans le début de Valorant, je suis encore de jeu. Moi, personnellement, j'ai participé au CEDA des gardiens virtuels. Sérieusement, ça a été très bien réussi. Ouais, ça a été très bien réussi, puis je pense qu'il y en a eu un deuxième après. Je me rappelle plus c'est quel autre, mais c'est une autre communauté, justement... pour aider les gens en difficulté. Puis, tu sais, ces événements communautaires, il n'y a pas de price pool, c'est juste vraiment pour le fun. Puis ça a super bien marché, puis il y a eu vraiment beaucoup de monde. C'est sûr que, tu sais, il y avait la hype du début de Valorant qui embarquait. Puis moi, je préfère que le monde, dans ce style de contenu-là sur Twitch, qui sont plus divertissement que compétitif, vu qu'il y a comme les deux volets, gardent leur côté communautaire quand ils créent des événements comme ça. Parce que si tu fais du Switch tout le temps, malheureusement, ça se peut que ça soit à double tranchant. Ouais. C'est une très très bonne idée ce qu'elle a eu. Puis ça c'est pas. Je pense qu'à date, ça s'est pas fait. Je pense qu'elle va aller dans cette direction-là. Je suis sûr que parce que je pense qu'au Québec,
on n'en a pas eu beaucoup de ce genre de créateurs de contenu-là qui startent un événement gros de même, puis sur des jeux qu'on n'est pas habitué, parce qu'on s'entend dessus LOL au Québec depuis un bout. Moi, c'est une scène que je suis pas, mais tu sais, on dit ça, puis après, LAN ETS, il y en a eu des équipes de League of Legends où c'était le plus gros tournoi. Ça reste quand même une bonne communauté, mais il y a plus de temps. Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a d'équipes sérieuses. Ouais, c'est ça. Il y a plus trop de sérieux. Tu sais, le monde, il reste quand même sur le jeu, mais ce qui est comme plate, c'est. On vise un peu trop sur les jeux tendance un peu. Tu sais, on s'entend dessus. Ah, ben c'est souvent ça. Là. Si t'es pas du Tier 1, tu vas jouer à ce qui est le fun, puis ce qui est le fun d'habitude, c'est ce qui est hype dans le moment. Là. Mais League, il y a des joueurs. Là. Il y a des joueurs. Oh, il y a une grosse communauté, puis tu sais, c'est vraiment un jeu qui est très le fun à jouer. C'est sûr que c'est quand même compliqué, puis ça prend du temps à maîtriser, mais c'est vraiment un beau jeu à regarder, surtout les tournois. Moi, personnellement, depuis un bout, c'est sûr, j'ai regardé un peu Mirage et Landria. Mais moi, depuis un bout, je regarde la K-Corp, surtout qui ont été chercher Reckless. J'ai du fun, tu sais. J'ai joué un petit peu au jeu, mais je comprends vraiment rien. Mais je regarde les fights, puis c'est incroyable. Faudrait vraiment qu'il y ait une... j'espère que ce move-là qu'elle va faire, ça va redonner un coup de pied à la communauté de League, puis qu'on fasse un peu plus de vues sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est... Je pense que c'est un jeu qui est un peu, surtout pour nous, je pense qu'on est beaucoup dans le FPS. C'est un jeu qui est un peu plus écarté, mais c'est sûrement une des plus grosses communautés. J'ose croire. Le plus de joueurs, mais les orgs, on dirait qu'ils veulent pas se lancer là-dedans. Là. Il y a beaucoup de mouvements dans ces. Ouais, c'est ça. Avery dans le chat connaît très bien League of Legends. C'est le PDG des Neons à Séoul. C'est des équipes qui restent pas trop ensemble, puis après, c'est difficile en termes d'org. On l'a vu avec le mec, là. Mirage Esports Club, il y avait des teams en maudit là, dans le chat. J'en faisais partie. Dans le Discord, là, c'était fou, là. Tu voyais toutes les noms, toutes les équipes. Juste sur le côté Valorant, on était 10 ou 12 équipes. C'est ça faisait du monde. Il y en a de la communauté, là. C'est juste qu'il n'y a pas d'équipes qui veulent gérer ça, on dirait. Ouais, ça, malheureusement, j'ai l'impression que depuis que Mirage est parti en Europe, il y a moins de médiatisation de LoL au Québec. Ouais, parce que c'était les seuls qui avaient des gros rosters puis qui étaient tout le temps les top 1, là, puis ils faisaient des grosses performances. Le Mirage des Netors au début. Ouais, c'est ça. Puis dis-moi si je me trompe, mais je pense, puis là, vous me dites si je me trompe, mais je pense que côté Asie, ils sont beaucoup plus sur les MOBA, tandis qu'en Europe, ils sont 50-50, puis t'as nous qui est complètement FPS. Honnêtement, FTS, je dirais pas ça parce qu'il y a quand même. La LCS, c'est quand même big, là. Non, je sais. Mais quand même, si tu regardes les équipes, oui, c'est le LCS, ils se font souvent en Amérique, mais tu regardes les joueurs, c'est quasiment juste des Coréens. C'est un peu comme sur Overwatch. Ah ouais, c'est comme si tu voulais être bon à StarCraft, c'était rarement des joueurs américains. Là, ouais. Puis on s'entend que... Tu dis ça, mais genre, les équipes FPS sur CS sont tellement pourris que c'est devenu un meme de dire que t'es une équipe nord-américaine, tu sais. Ouais, c'est européen à 100%. Même Valorant récemment, c'est pas les plus récemment, ça... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, genre... Mais on s'entend quand même que une des plus grosses comme... La majorité des joueurs pro sur League viennent surtout d'Asie, puis genre, ce qui serait bien, c'est de ramener un peu plus du côté MOBA sur le côté québécois. Moi, personnellement, j'aimerais voir... Moi, ce qui me ferait plaisir dans les prochains temps, là, puis je dis pas genre d'ici la fin de l'année, mais je dis au moins une équipe québécoise en 2023 qui me sort qu'ils ont un roster League of Legends, genre ici, puis qui vont participer à tous les événements canadiens et québécois. Ouais. Moi, je veux voir ça l'année prochaine. Peut-être. Ok, on passe au prochain. Parce que c'est moi. Bon, je vais justement me plugger un peu pour annoncer que j'ai participé la semaine dernière à un podcast qui est intitulé The Business of Esports. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros podcast e-sportif en Amérique du Nord, puis je sais pas mondialement, mais avec plus de 50 000 téléchargements et 2 millions d'impressions par mois, ainsi que plus de 60 000 views par mois sur leur live stream post-podcast hebdomadaire. C'est Paul Daoulibi, un originaire de la Chine qui vit maintenant à Dubaï, et Jimmy Barata qui host le podcast. Paul, c'est le PDG de Holodeck Ventures, une firme de capital de risque investissant en e-sport, puis antérieurement le PDG de Obsidian Ventures, un autre VC. Puis Jimmy est Chief Gaming Officer chez Holodeck et un investisseur dans X7,
aussi un avocat et professeur de e-sport à UC Irvine. Bref, j'ai été invité sur le podcast pour discuter avec Paul et Jimmy de plusieurs sujets, incluant Able Esports, la Fédération québécoise de sport électronique, plusieurs autres sujets e-sportifs, incluant l'accès au marché public de FaZe puis le financement de Serie A de X7. Je vous encourage fortement d'écouter l'épisode si jamais ça vous intéresse. Et plus généralement, si vous êtes intéressé du côté affaires des sports électroniques, c'est un podcast auquel vous devriez vous abonner. Moi, je l'écoute depuis des années. Fait qu'on a donc parlé un peu de l'approche que Paul a appelée, entre guillemets, hyper locale de Able. Puis, tu sais, Supernatural, tu viens de le mentionner un peu. Comme quoi qu'on se concentre majoritairement sur le marché du Québec et qu'on utilise ça comme facteur de différenciation. Je parlais un peu de comment ça nous a aidé à signer des partenaires comme Google Energy, Bud Light, MSI, mais que l'approche peut être un couteau à double tranchant, comme quoi qu'à un certain moment, le marché, en termes de public cible et budget de commandite, demeure limité. Je ne sais pas si tu as une opinion sur ce sujet-là en particulier, ou une approche que vous favorisez en termes de focus local ou plus large. Il y a quand même un gros potentiel pour les sports électroniques, justement, qui nous donne en termes de pas être focalisé ou restreint localement pour s'ouvrir à un marché international et plus vaste. Fait que je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Comment vous voyez l'approche? Est-ce qu'il y a une approche gagnante? C'est juste une question de différents modèles pour différentes organisations? Bref, je vous laisse en parler. Si vous avez des commentaires. Oui, allez. Vas-y. Moi, je pense que en tant qu'owner, selon moi, c'est pas une question selon moi, comme NA ou comme international ou Québec, c'est un choix au final. Je pense que c'est comme vraiment, si tu décides que ton organisation va être basée Québec et que tu recherches réellement des équipes québécoises, fais-le au bout, puis fais-le à fond. Puis oui, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. On en parlait, les LAN sont des avantages. L'inconvénient, c'est que tu auras peut-être un peu moins d'audience, moins de public. L'avantage, c'est que ton public va vraiment te soutenir parce que c'est local. Il y a certains trucs qui font aussi que le Québec, à l'international, je parle pour CS, mais je sais pas du tout pour les autres jeux, mais des fois, la réputation des Québécois en tant que joueurs est pas la meilleure. On est quand même considéré comme toxique au Québec. Mais on se considère nous-mêmes comme toxiques, je crois. Donc, c'est ça. Je suis habitué, je viens de France, fait que tu vois, je suis très habitué. En termes de CS, il n'y a pas bien beaucoup de Québécoises qui ont percé. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. Mais je parle plus du T2 étoiles et mettons que tu vas sur un serveur, tu joues une PUG ou autre, tu dis que les Québécois, les gens font comme. Bon, au final, c'est eux qui se retrouvent à être toxiques aussi. Ils vont faire baguette. Mais bon. T'inquiète, toutes mes games de CS sont comme ça de c'est incroyable. En tout cas, je pense que quand il arrive, tu choisis un peu. Si tu choisis d'être une org québécoise, comme nous, c'est un peu notre vision dans le long terme, c'est plus d'être une org québécoise, mais d'aller chercher l'Amérique du Nord au complet. Puis encore là, tu vois, on a un partenariat avec la Corée, avec Neons en Corée. Enfin, qu'on n'est pas fermé à rien du tout. Puis on a déjà eu des conversations avec des équipes sur certains jeux en Europe. Ça n'a pas abouti, mais c'est notre choix au final de pas se fermer de porte, puis de pas se restreindre pour aller chercher les meilleures équipes possibles. C'est sûr que ce côté-là aussi a des inconvénients, parce que ça fait que si on va aller chercher des petites compagnies québécoises, ils s'en foutent un peu de nous, parce qu'au final on représente pas le Québec. On représente le Québec en tant qu'organisation, mais nos rosters ils sont américains, puis ils sont perdus dans la foule de rosters américains qui existent. Donc c'est sûr qu'il y a des inconvénients, des avantages aux deux. Je pense que c'est pour ça que selon moi c'est vraiment un choix, puis qu'il faut assumer le choix au maximum. Écoute, Jay, d'autres choses à ajouter sur cette réponse très éloquente de Supernatural? C'est sûr qu'il ne faut pas se fermer. Parce que c'est ce qui fait que ça crée des petits pépins un peu partout. Mais je dis ça, puis je respecte complètement les équipes qui restent au Québec. C'est génial, puis ça fait grandir la scène au Québec. Parce que sinon, je te sors du podcast. Non, mais c'est vrai. Et puis même si tu regardes dans le passé, je veux dire, moi je pense toujours à Savard, François Savard, qui a toujours fait une énorme job pour faire sortir l'e-sport au Québec. Puis il le fait encore moins, mais il le fait encore. Il a tellement eu un rôle important, puis c'est des équipes comme ça, comme Boéréal et autres, qui sont restés québécois, qui font que maintenant
déjà t'as le droit d'être joueur compétitif au Québec, puis c'est ce genre de choses-là qui font que ça fait grandir le Québec. Puis heureusement qu'il y a des organisations qui restent québécoises, puis qui forcent et qui prônent l'e-sport au Québec. Moi, Ouais. personnellement, je peux peut-être donner justement un exemple, puis au pire, s'il y en a qui connaissent cette équipe-là, vous pourrez me dire si je me trompe pas, parce que moi, je les ai quand même côtoyés un bon bout. Pour ceux qui sont quand même assez vieux en termes de connaissances e-sports au Québec, il y a aussi Earthroot Gaming qui existait. Puis c'était full québécois partout. Tous les rosters, c'était juste du québécois. Il y a le roster Call of Duty dans le temps, quand c'était encore la hype de la compétition sur Call of Duty. Ils sont rendus qualifiés pour la Code World League. Ils ont fait une fois le split, ça a été désastreux. Ils ont quand même gardé leur spot, mais ils ont changé tout le roster, puis ils ont été chercher une équipe américaine. L'année d'après, on n'a plus rien entendu parler d'Earthroot, ça a tout baissé. C'est Ouais. sûr que sur d'autres. C'est sûr que là, après ça, ils sont allés chercher un joueur de Maiden, mais il n'y avait pas de ça ici au Québec, c'était juste aux États-Unis. Fait que, oui, c'est sûr qu'ils sont allés chercher un joueur américain pour ça, mais le restant des rosters, c'était tout du Québécois. Ça, ce qui était le fun, c'est que c'était quand même une grosse équipe que le monde aimait suivre, puis qui était quasiment un peu partout, sur presque tous les jeux. Puis du moment où c'est que ça a droppé, puis qu'ils ont été chercher autre chose que du Québécois, puis personne ne voulait rien savoir. Ouais, ben c'est souvent un peu le trade-off. Je pense que ça rejoint ce que Supernatural a dit. Tu sais, il y a quasi une limite de. À un moment donné, si tu veux évoluer compétitivement puis être la meilleure équipe, d'habitude, à un moment donné, il faut aller chercher ailleurs. Puis juste statistiquement parlant, il y a un pool limité de joueurs au Québec, surtout de joueurs qui sont motivés à grinder puis se rendre à ce point-là. Mais après, comme tu dis, si tu vas chercher des joueurs éparpillés, ton fanbase va l'être aussi. Moi, c'est un peu un trade-off de... C'est nous, une des raisons, 2 ou 3 raisons pourquoi on est québécois, on est resté focusé québécois, c'était différenciation. Donc, comme Supernatural l'a dit, une équipe dans une foulée d'équipes américaines, j'ai eu de la misère à trouver un facteur de différenciation en approchant des commanditaires potentiels. Fait que si tu vas à Bud Light et tu leur dis on est la 300e équipe en Amérique du Nord avec 4000 followers quand il y a des centaines de orcs qui en ont 40 000, tu vas peut-être avoir de la misère à différencier. Fait que nous, ça nous a permis d'aller chercher des commanditaires qu'on aurait, je pense, pas eu autrement. Mais en termes de compétitivité, ça te limite. J'en ai parlé, on a essayé de trouver une équipe de NACL, puis on n'a pas été capable, québécoise. On a essayé, même League of Legends, on a cherché un petit bout après le dernier LANATS, pas celui-ci, mais l'autre d'avant, virtuel. Puis c'était difficile. Fait que c'est des approches différentes. On a parlé de Gaming Gladiators. Eux, un peu comme la stratégie de Vexo, sont partout à travers le monde. Là. Il y avait une équipe Rainbow Six NACL, là, leur équipe en Asie-Pacifique vient de se qualifier. Fait qu'ils sont partout, puis ça a l'air de bien fonctionner. Là, mais moi, d'un autre point de vue, j'ai juste pour ramener un peu au podcast, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir été invité. J'espère, puis c'est le but de ce podcast-ci aussi, que ça va faire un peu rayonner, pas juste Able, mais la scène québécoise. Puis d'ailleurs, il y avait un autre Montréalais qui était sur le podcast récemment, Félix Lahaye, fondateur de United Esports, une organisation internationale spécialisée dans l'e-sport et les médias de jeu. Fait que un beau podcast. Si vous ne l'écoutez pas, je vous le recommande fortement. Puis vous pourrez me dire si vous l'écoutez, ce que vous avez pensé de mes réponses à Paul et Jimmy. Le prochain sujet... je voulais juste aborder un peu sur ce sujet. Je trouve qu'il y a un point aussi qu'il faut se mettre à la place des joueurs pour comprendre un peu comment tout ça place. Parce que comme... Mettons que moi je me retrouve à être un joueur québécois, malheureusement, il n'y a pas grande équipe. Si j'atteins un certain niveau, il n'y a pas grande organisation québécoise qui va être capable de subvenir à mes besoins puis à m'offrir les ressources nécessaires pour monter encore plus haut. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, à un certain point, je pense que c'est un peu une roue, un cercle vicieux parce que les joueurs québécois sont obligés d'aller voir à l'international pour monter plus haut en niveau. Et s'ils le font pas, ils peuvent, je dis pas ils vont, mais ils peuvent stagner. Puis encore là, c'est tout statistique et autres parce que des joueurs
très forts au Québec, il y en a statistiquement moins qu'aux Absolument. États-Unis, puis c'est normal. Mais ceux qui sont excellents, on va avoir beaucoup moins de visibilité, puis moins d'opportunités s'ils restent au Québec, versus s'ils vont pour une orgue américaine ou une orgue qui est, comme tu dis, plus facilement suivie, puis qui va réussir à avoir genre 40, 50 000 followers facilement comparé à une orgue québécoise qui va stagner à 3, 4 000, 5 000. Ouais. Fait que je pense qu'en termes de joueurs aussi, mais il y a quand même une sorte de dilemme qui se pose. Puis encore là, je reste sur ma décision que c'est un choix aussi peut-être des joueurs. Absolument. Mais c'est sûr que ça crée quelque chose qui fait que malheureusement les joueurs aussi ont ce choix-là à faire à un certain point. Puis ça rend la scène québécoise peut-être un peu trop T2. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Même plus loin que ça, mais. Ouais, Parce que trop. moi, j'allais dire la même chose un peu que Sorna, parce que c'est comme peut-être un petit peu, là, c'est sûr que il y a tout le temps il y a tout le temps le mot budget qui vient avec ça. Mais Ça devient une question d'argent à un certain point. c'est ça, parce que tu sais, ce que moi personnellement, ce que j'ai remarqué avec mes années dans le monde du e-sport, parce que moi j'ai commencé là-dedans en 2015, fait que j'ai vu l'évolution entre-temps, puis j'ai vu comment ça marchait tout ça. Puis le gros problème, puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, puis je me mangerai des retours, là. Mais oui, il y a une certaine structure dans les équipes. Tu as quand même Léona qui dirige tout, t'as ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, t'as les graphistes, tout ça. Mais quand tu arrives au niveau des joueurs, t'as les managers pour certaines affaires, mais comme tu disais, Sornan, il manque de ressources pour les joueurs. Moi, personnellement, pour les peu d'équipes que j'ai pu jouer assez longtemps, puis être dans une équipe, puis faire des matchs officiels, il n'y avait pas de ressources. On était laissés à nous-mêmes. Il y avait quand même la structure de absolument. l'équipe au-dessus, mais on n'avait pas de ressources pour nous autres. Puis là, c'est sûr qu'on n'est pas comme aux États-Unis où ils ont des équipes, comme des grosses équipes que tout le monde connaît, là, que eux autres, c'est des millions et des millions. Là. Mais eux autres, avec le budget qu'ils ont, encore une fois, c'est comme je dis, ils ont les trucs pour ça. Eux autres, bon, c'est sûr que nous autres, on peut se faire ça nous-mêmes, mais eux autres, ils ont des cuistots, ils ont des physios, ils ont des chiros, ils ont des tout. À un certain Puis- point, oui, c'est sûr, c'est Ouais, l'équipe à de certains sport. niveaux, c'est clair. C'est pour ça que je te disais budget, mais tu sais, juste, moi personnellement, Accessibilité. personnellement, ce qui me ferait capoter, c'est de savoir qu'une équipe au Québec aille chercher quelqu'un, tu sais, même juste, pas besoin d'aller chercher, genre, chercher un contrat, etc., avec un professionnel, genre, t'as une connaissance qui étudie ou qui est là-dedans, genre, moi, par exemple, là, moi, j'ai rien à voir là-dedans parce que je suis pourri en gestion. C'est pour ça que j'ai jamais été dans les hauts rangs d'une équipe, je suis tout le temps resté au niveau de joueur. Mais moi, si j'avais été capable de monter puis être genre dirigeant d'une équipe, moi c'est clair que si je me trouve quelqu'un qui est, exemple, intervenant social ou tu sais, quelqu'un qui travaille avec le mental, c'est clair que je lui demanderais un service. Puis c'est sûr que genre quand je pourrais, je le paierai. Mais tu mets quelqu'un pour travailler le mental du monde, tu vas tellement avoir des joueurs plus sains mentalement, puis tellement mieux pour performer. C'est un cercle vicieux, j'ai l'impression, parce que tu sais, c'est sûr que toi, les services que tu parles, d'habitude, t'es déjà rendu assez loin, mais dans le Tier 2, Tier 3, c'est un cercle vicieux dans le sens que pourquoi une org investirait ces ressources-là si les équipes arrêtent pas de mourir, quitter, changer? Puis après, C'est pourquoi les joueurs, est-ce qu'ils vont rester s'ils n'ont pas ces ressources-là? Fait que c'est comme un peu F ou la poule. Mais c'est sûr que un des gros problèmes, c'est justement tout cet entourage-là. Puis je suis d'accord qui est majoritairement inexistant au Québec, des équipes, d'habitude coûtent de l'argent parce que le monde va faire gratuitement, il y a quand même des limites. Puis le gros problème avec les organisations et les équipes québécoises, presque sans exception, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que, C'est ça. Tu t'investiras pas le peu d'argent que tu as là-dedans. c'est ça, puis tu vas investir cet Non, non, argent-là, mais il n'y a mais pas je de comprends retour, totalement. right? Parce que tu fais C'est pas ça. d'argent Non, sur c'est ça. ça, je comprends totalement. Fait que c'est Je comprends totalement, mais malheureux. dans le fond, c'est juste pour ajouter le petit point que un des problèmes majoritaires des équipes, puis Absolument. pourquoi il y a autant de rosters qui drop, des joueurs qui arrêtent ou que tu sais, ça va de tout bord, de tout côté, puis ils essayent de trouver un moyen de monter, c'est justement, puis même moi, je peux le donner un exemple, là, c'est vraiment le côté mental de la chose. Parce que Ouais. il y a tellement de il- pression, Ouais. il y a tellement de pression, autant quand tu joues sur toi-même, tu te mets tellement de pression sur les épaules parce qu'il faut que tu performes. Puis si tu performes pas, tu te fais tasser, tu te fais remplacer par un autre. Fait que le mental joue beaucoup là-dedans.
C'est Ouais, c'est puis ça le beaucoup gros de ces difficile. gens-là grind en plus d'avoir de l'école, une famille, un job, whatever. Ils font C'est pas ça. payer. C'est très très difficile. Puis les orgs québécoises, on s'entend, mis à part payer tes frais de tournoi et poster une bannière quand tu joues, puis peut-être un stream, ça fait rien, right? Fait que Mhm. Ah, moi, c'est ça. souvent, je me demande pourquoi les joueurs et encore plus les content creators rejoignent des orgs à la base, parce que, tu sais, tes frais d'ISIA, fine, un 100$ au 3 mois par joueur, ou même pas 50$ aux 3 mois par joueur, c'est pas astronomique, right? 30 pièces en fait, c'est 30 US. Encore. En advanced. En advanced, qui est le deuxième plus haut niveau, t'imagines bien. C'est ça. T'sais, moi, personnellement, j'ai pas fait ces études-là, mais si moi, sachant que je m'en allais dans cette direction-là avec le e-sport, etc., puis j'avais été dans le domaine du mental, genre, tu sais, psychologue, etc., c'est clair que j'aurais fait mes services. Là. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Puis même si tu les offres, tu sais réellement combien de temps tu vas mettre là-dedans, puis encore plus réellement combien de joueurs vont vraiment vouloir t'écouter, là, mais... Mhm. Non, mais tu sais, je peux parler de ça parce que c'est. Ouais, je pense que c'est une excellente idée. Salut, Poco. Malheureusement, il n'y en a pas assez. OK, prochain pas amené sujet. un point. Mais des très bons points. Prochain sujet. Un partenariat entre la guilde et l'aparté, en parlant de mental, pour contrer l'harcèlement sexuel en milieu de travail. Fait que le partenariat vise à offrir aux employés de studios membres de la guilde une ligne téléphonique anonyme pour contrer l'harcèlement sexuel et violence en milieu de travail. Nous avons parlé de la guilde à quelques reprises lors de ce podcast, mais pour ceux qui sont toujours pas familiers, la Guilde, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. La Guilde compte plus de 300 membres et partenaires. C'est le plus gros regroupement du genre au monde. L'aparté, pour sa part, c'est né à la suite du mouvement MeToo ou #MeToo, ou moi aussi, quand des associations professionnelles et des regroupements se sont réunis pour mettre en place un plan d'action visant à agir contre toutes les formes d'harcèlement dans le milieu culturel. Bref, comme vous pouvez le comprendre, le but du partenariat, c'est de contribuer à la création de milieux de travail sécuritaires dans l'industrie vidéoludique québécoise. Si vous avez suivi un peu la scène, vous vous rappelez de plusieurs histoires qui sont ressorties visant des studios comme Ubisoft, Blizzard, Sony. En plus du numéro... Ouais, ça, Activision Blizzard. En plus du numéro sans frais et anonyme pour dénoncer les harcèlements, le partenariat mettra également en place des formations, des ateliers, des tables rondes de sensibilisation adaptées spécifiquement à l'industrie du jeu vidéo. L'aparté offre aussi des services professionnels comme des conseils juridiques, médiation, etc. C'est pas mal ça la nouvelle. Moi, j'ose croire que personne ici va nécessairement rien dire de négatif pour ce qui est des objectifs visés ici, à moins que je me trompe, là, mais pour moi, ça me rend comme toujours fou comment c'est un sujet, une réalité non seulement qui existe toujours en 2022, mais qui est constamment récurrente et répandue. Que l'harcèlement sexuel est toujours aussi prévalent, je trouve déplorable. Puis non seulement dans le milieu des jeux vidéo, mais dans le milieu professionnel au large. Bref, je sais pas si c'est quoi vos réactions, sinon si vous avez déjà vécu ou vu ça au travail ou ailleurs, ou même in-game, parce que c'est un sujet qu'on parle beaucoup, puis qui semble s'améliorer, mais pour ma part, de façon très très lente. Là. Je trouve qu'il n'y en aura jamais assez là, de l'éducation à propos de ce sujet-là. Je pensais que tu allais dire jamais assez de harcèlement sexuel. Ben non, non mais ouais, c'est ça. Quand tu rejoins une partie, mettons, moi c'est le jeu que je joue, c'est Valo Live, puis dès qu'il y a une fille, il y a tout le temps un gars qui fait un call ou qui dit quelque chose de vraiment déplacé. C'est tout le temps. Qu'est-ce que tu dis, man? Est-ce que tu dirais ça à ta soeur, man, ou à ta mère, genre? Moi, c'est comment ça, je le dis. Je suis comme, gars, si vous êtes capable de le dire là, vous êtes capable de le dire à n'importe quelle femme dans votre vie. Là. C'est là, vraiment il se ferme la gueule. Là. Le problème, c'est que l'Internet te donne une anonymité, puis c'est vrai sur le jeu vidéo, mais c'est vrai sur n'importe quoi sur Internet. Puis malheureusement, ça me dégoûte. le fait que dans le jeu vidéo, il y ait quand même, on va pas se le cacher, une certaine jeunesse dans les consommateurs, ça fait qu'il y en a certains qui ne savent pas encore comment agir avec des filles. Puis malheureusement, je sais pas si. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y en a beaucoup qui devraient le savoir, qui sont. Puis tu sais, ici, on parle même pas endgame. Ici, on parle de genre Activision,
Blizzard, des dans un milieu de gestionnaires travail, qui sont payés, j'ose croire, plus de 100 000 par année, qui font ça, qui abusent leur pouvoir. Moi, j'ai justement, en parlant de ce que vous venez de mentionner, je viens de voir Froggy Toast, c'est celle qui s'occupe des médias sociaux du Dallas Fuel, là, l'équipe d'Overwatch League, qui est sortie hier soir ou tôt ce matin avec son expérience d'harcèlement quand elle faisait partie de l'équipe ou du club sportif du Collège Navarro. Comme quoi qu'il y avait un des autres joueurs dans l'équipe d'Overwatch de ce club-là qui faisait des propos sexistes, sexuels. Il y avait même parti une rumeur là concernant. Puis le coach de l'équipe ou du programme n'avait comme rien fait. Éventuellement, le joueur a été expulsé de l'équipe, le coach a démissionné, mais selon elle, ça demeure quelque chose qui n'a pas été traité de façon adéquate. C'est souvent ça aussi, quand on est dans une position de pouvoir, ou même pas, ou simplement où on est présent lors de ces situations-là et qu'on fait rien, je trouve qu'on est quasi complice, sinon même coupable au même niveau que la personne, ben peut-être pas au même niveau, mais c'est quand même comparable à la personne qui pose ces gestes-là, puis c'est quelque chose justement qu'on vit souvent dans le monde virtuel du gaming, surtout les filles, là, mais qui se limite pas non plus au virtuel. Fait que c'est cool qu'ils mettent ça en place, ce partenariat-là. Moi, je suis surpris que ça n'existait pas déjà. Je pense que quelqu'un dans le chat avait dit la même chose, là, Mr. Ghosty. Un numéro de téléphone anonyme, une façon de dénoncer ce genre de truc-là, c'est important. Il y a des jeux vidéo qui essaient de le mettre en place. Je pense Riot a Valorant, je sais pas s'ils l'ont implanté ou ils vont l'implanter, mais ils vont commencer à, entre guillemets, écouter les voice comms pour les comprendre puis pour quasi ban. Des algorithmes. C'est ça, en entendant des propos sexistes ou racistes. Puis il y a du monde qui disent qu'ils sont pas tout à fait à l'aise de se faire écouter, mais bon, entre vous puis moi, à chaque fois vous posez votre bouton chat, comme on s'entend que vous êtes recordé. C'est littéralement le bouton record. Ouais, c'est ça. Mais bon, je tenais à souligner cette nouvelle-là. Je sais pas si vous avez d'autres réactions. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit là, puis vas-y, Jeff. J'ai juste une petite note humoristique là-dessus. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Si t'as quelque chose à dire, ferme ta gueule pareil. C'est ça. Classique, Patrick Huard, je pense. Exactement. Malheureusement, c'est un bon pas. C'est un très bon pas vers l'avant, puis c'est vraiment nice qu'ils aient mis ça, mais comme. Ça prouve juste que, on peut faire tellement un gros parallèle avec le simple mais hashtag MeToo. C'est arrivé dans le domaine du cinéma, puis c'était la même chose. C'est probablement un peu plus gros dans le cinéma parce que MeToo ça a été énorme, puis ça a fait une grosse vague de dénonciation. Peut-être que ça prendrait ça en jeu vidéo, un hashtag, je sais pas. Mais en tout cas, déjà là, c'est un bon pas vers ça, puis rien que le fait qu'il y ait une plateforme, il y ait une possibilité de dénonciation puis de défense, c'est déjà bon. Ça fait pas longtemps que je suis chez Behavior, puis j'ai déjà eu cette formation-là. Ils l'ont instauré vraiment pour moi, pas longtemps. c'est quasi fou qu'il faut même avoir une formation à ces niveaux-là. Des fois, il y en a des personnes qui s'en rendent même pas compte, qui font un petit call, qui pensent que c'est une blague, mais c'est du harcèlement. C'est vraiment faut que tu le dises, il faut éduquer les gens. Puis mais moi, vous allez rire, je suis Super C, puis j'ai eu une formation pour ça, j'ai une épicerie. Je pense que c'est une formation comme ça, il y en a dans toutes les compagnies maintenant. Moi, pareil, mais on s'entend que les formations, ça a ses limites, right? Comme surtout des formations du genre, il y en a qui dorment, là. Comme, on s'entend? Je pense que l'éducation va être plus efficace que la formation, certes. La formation, elle va pas t'empêcher d'agir comme tête dans la vie de tous les jours. Non, mais au moins, pour ceux qui ont vraiment une bonne conscience, ils vont faire « Ok, je vais faire attention à ce que je dis, puis je vais éviter certaines blagues. » Puis tu peux le dire aussi, quand tu le vois. Ouais, c'est ça. Ça je pense que c'est ça. Excuse-moi, c'est parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment déplacé. Tu devrais peut-être t'excuser. Je pense que c'est ça qui manque beaucoup. Il manque de bonnes personnes. Mais ce qui est le fun avec ça, justement, le fait que c'est anonyme, ça donne une chance, justement, à ce problème qu'il y a dans la société d'aujourd'hui, c'est que souvent, là, je dis pas ça contre nous autres, les gars ou n'importe qui, moi, j'essaie d'être neutre dans toutes ces affaires-là, parce que moi, justement, je veux pas de problème, puis genre, j'ai ma vision comme tout le monde. Mais l'affaire, c'est que il y a quand même encore aujourd'hui, ce qui est dommage, un petit côté où les gars se sentent plus puissants que les femmes. Fait comme ça, genre quand il se passe de quoi, ils ont peur de dénoncer parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver après. Oui, absolument. Tandis que là, parce que là, c'est ça, parce que là, ils ont peur de parler parce qu'après ça peut se savoir. Parce que, tu sais, il arrive quelque chose entre deux personnes. Après ça, il y a une personne qui sait que c'est mal puis qui veut en parler. Elle en parle à quelqu'un d'autre.
mais l'autre personne peut faire j'ai ce dossier-là, je peux le traîner comme je veux. Fait que là, après ça, la personne, elle se ramasse qu'elle se fait pas aider. Puis au lieu de se faire encourager, que l'autre personne elle l'aide, elle répand une réputation de merde sur elle. Fait que là, après ça, elle perd confiance en elle, puis il y a plus personne qui veut l'écouter. Fait que c'est pour ça que c'est bien dans un sens qu'il y a mis de trucs anonymes. Fait comme ça, au moins, ça va encourager tout le monde, majoritairement les femmes, à dénoncer parce qu'au moins, ils pourront pas se faire juger. Ça, c'est ce qui fait que le monde a de la misère à parler. C'est la peur de ce qui peut arriver par la suite ou le jugement. C'est vraiment c'est ça, un élément clé, l'anonymat. Ouais, c'est ça le but de l'anonymat, mais tu sais, entre vous puis moi, là, d'habitude, on sait c'est qui, là, right? Comme, on sait tout le temps c'est si qui. Si t'as dénoncé ton gestionnaire, ton manager, c'est comme, c'est un peu évident, mais c'est comme Supernatural l'a dit, je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Comme moi, j'ai dit, j'étais un peu surpris que ça n'a pas déjà été pris. Mais ça, c'est juste un pas plus large. J'ose croire que ces compagnies-là avaient déjà leur procédure, avaient déjà peut-être leur procédure de dénonciation, etc. Mais là, c'est plus large à la guilde des jeux vidéo. Donc, plus visé, j'ose croire, vers les studios indie qui avaient peut-être moins ces ressources-là pour ces formations, etc. Fait que je pense que c'est très, très positif. J'espère qu'un jour, on n'en aura plus de besoin, mais bon, c'est peut-être quelque chose de lointain. Sinon aussi, l'affaire, justement, si c'est pas la dénonciation, t'as la personne qui dit, je te paye, tu fermes ta gueule. Il y a ça aussi, il y a les pots de vin aussi pour ça. Là. Ouais. Ça, on arrive dans un stade où il y en a partout. Ouais. Non, mais c'est ça. Enfin, faut pas être paranoïa non plus, mais comme... Non, mais c'est ça. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas juste le fait de... Il y a de la peur de ce qui peut arriver, tout ça. C'est vraiment... Il y a surtout des pots de vin là-dessus, justement, pour éviter que ça sorte. Mais c'est pour ça que l'anonymat est vraiment bien. Ouais, c'est justement... Ouais. Comme ça, il n'y a pas de jugement, puis il y a la liberté de dire ce qu'il faut. Ouais. En parlant de Ubisoft, il annule un jeu Ghost Recon ainsi que d'autres productions. Donc, ça brasse encore une fois du côté d'Ubi, cette fois-ci, non dans le sujet qu'on vient de discuter, mais dans le sujet des jeux. Après l'annonce du retard du dernier jeu d'Avatar, qui est maintenant cédulé pour sortir entre guillemets, 2023 et 2024, on apprend maintenant que Splinter Cell VR, destiné pour l'Oculus, sera annulé, ainsi que 2 autres jeux qui n'ont même pas été annoncés, et le jeu free-to-play de Ghost Recon Frontline. Donc, on cite que certains jeux n'ont pas été satisfaisants, tandis que d'autres n'ont pas été bien reçus du public. C'est peut-être simplement une réalité du marché des développeurs de jeux, mais je trouve que l'annulation de 4 jeux et le fait d'en repousser un 5e, c'est quand même... C'est pas ordinaire, là, on s'entend. Fait que... en fin de compte, c'est peut-être mieux ça que de sortir des jeux à moitié faits ou qui sont simplement pas bons, mais je sais pas pour vous, mais il semble vraiment y avoir pas eu de gros jeux ou de bons gros jeux qui sont sortis cette année, du moins selon moi. Quand je regarde les jeux les plus vendus de l'année 2022 à date, les top 5 en ordre sont Elden Ring, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Pokémon Legends, Horizon 2, MLB, puis COD Vanguard qui est en 6e, qui me semble surprenant. D'habitude, COD est en haut de ces listes-là. Bref, selon moi, une année un peu lente pour ce qui est des sorties de bons jeux. Et on voit même plusieurs streamers qui s'en plaignent, disant qu'ils n'ont rien de bon à jouer. Mais bon, c'est peut-être juste la réalité des streamers, je sais pas. Je sais pas, vous en pensez quoi de ces annulations-là de jeux par Ubi, ou sinon, plus généralement, de la scène des nouveaux jeux cette année. Avez-vous trouvé des bons jeux? Est-ce que c'est une année un peu lente, selon vous? Moi, je pense que ça doit avoir coûté des ressources en maudit à Ubisoft pour faire ces jeux-là. Puis au final, ils annulent. C'est vraiment bizarre. Là. Il doit y avoir un gros problème. Il doit y avoir quelque chose qui se passe certain. Parce que c'est pas normal que tu annules autant de stock. Non, c'est ça. Au-dessus de ça, on n'en parle pas trop, mais ils ont l'air de... Je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais ils avaient l'air d'annoncer la fin de Roller Champions à la fin de la saison 3 aussi. C'est ça, je m'en allais dire. Genre, le seul jeu que moi j'ai vu sortir de Ubisoft cette année, c'est Roller Champion. Ah, j'ai joué, c'est sympa, mais genre, c'est pas un jeu que tu veux jouer 1000 heures là. Non. C'est genre. Ce qui est comme plate, c'est que le ranking system est vraiment à chier. C'est un nouveau jeu, ça s'ajuste avec le temps, I guess. Là, ouais, c'est ça. Mais il aurait pu faire un peu plus là-dessus. C'est gentil. Non, mais c'est un bon jeu. Mais en même temps, on s'entend-tu? Entre vous puis moi. Tu fais du roller,
Tu tournes autour d'une piste comme si c'était une Combien voiture de, de fois course. combien de fois tu peux retourner autour de ce cercle-là, je sais pas. Là. Mais il y avait un potentiel. Là. Il y avait un Je pense que oui. Moi, ça me Non, c'est rappelait ça, beaucoup il y a un vrai Rocket League. potentiel. Ah oui. C'est un mélange de Rocket League puis de basket dans un sens. C'est ça. Ben, ils ont comme mélangé le Quidditch avec Rocket League. Ils ont pris le film Quidditch. Alita Battle Angel puis ils ont fait Ouais, un clairement. C'est exactement ça. Quel excellent film. Oui. Wow. jeu malade comme film. Ça. Ce que je trouve dommage avec tout ça, et un peu incompréhensible, c'est malgré ça, je suis sur la liste des jeux qu'ils ont release en 2022, puis il y en a énormément. Mais ce que je comprends pas, c'est que Tom, Tom Clancy, puis Splinter Cell, puis Ghost Recon, c'est des licences qui marchent C'est en général, puis que les classique, gens attendent. Puis c'est pas des licences ultra grosses comme mettons Assassin's Creed que tout le monde connaît, mais justement c'est des licences plus ciblées que les fans ils les attendent ces jeux-là. Splinter Je Cell. trouve ça. Splinter Ouais. Cell, c'était pour Oculus, fait que Virtual Reality. Ouais, fait mais que peut-être qu'ils vont le faire c'est. pour. Ben, peut-être Virtual c'est juste VR. qu'ils se sont rendus compte que ces VR-là sont pas si incroyables. Tu sais, même Half-Life est sorti avec un VR, puis il y avait un gros hype, puis personnellement, j'ai rien entendu parler après. Là. Fait que c'est peut-être trop tôt dans ce marché-là, je sais pas. Avery dit il pense que c'est la pire année niveau sortie de jeu. Je suis comme d'accord. Moi, ça Ouais. fait longtemps que je joue aux jeux vidéo, puis cette année me semble. Tu sais, pas que Elden Ring c'est pas un bon jeu, mais que ça soit au top. I don't know. Je Je dirais qu'il y a eu beaucoup trop de mises à jour. Il y a eu trop de mises à jour. Ah, il y a des eu trop de- jeux, des anciens il y a- jeux. il y a- tu penses? il y a eu beaucoup trop de mises à jour des anciens jeux pour les ramener Ouais. à la mode. Puis ils n'ont pas focusé assez sur les nouveaux jeux puis de la créativité. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, en termes de créativité, je sais pas pour vous avez remarqué, là, mais plus le temps avance, puis plus les sagas tu sais, qui ont des jeux puis qui continuent, ben justement comme Ghost Recon qui en ont plusieurs, Ouais, plus le Assassin's temps Creed. avance, ouais, Assassin's Creed, plus le temps avance, puis plus ils ont plus d'idées genre d'histoire ou de contenu. C'est parce que là, on Ouais. s'entend ça, Assassin's Creed, t'as fait quasiment toutes les époques, quasiment. Puis après ça, quand t'as tout fait, Comme Call of Duty. Ils reviennent avec des idées. c'est ça. Ouais, Ouais, Call of non, Duty, quand cette tu année, regardes c'est un les- peu un flop. Là. Mais en même Ouais, temps, c'est quand tu beaucoup. regardes les licences, là, je veux dire, c'est malheureusement les jeux originaux. Souvent, ceux qui marchent, c'est pas ceux des gros studios, c'est les studios indépendants. Fait que, Mm. oui, Ouais. je comprends qu'ils veulent peut-être essayer de faire marcher des trucs qui marchent. Puis, je veux dire, bon, ok, il y a des fois où les remakes sont pourris, puis ça marche pas. Mais il y a des fois, Assassin's Creed, moi personnellement, j'ai adoré 1, 2, 3. Mais Oui. puis comme, il y a eu comme série de jeux qui était vraiment moins top. Mais moi, je trouve que depuis celui qui se passe en Égypte, j'ai oublié le nom. Je pense. Non, c'est pas du Non, c'était l'autre d'avant, mais ils ont changé de Origins. formule. Origins. Origins, ouais, c'est ça. Ils ont changé de formule, puis ça marche. Moi, personnellement, c'est des jeux que j'ai réessayé, puis je suis re-rentré dans la licence Assassin's Creed, puis ça fonctionne. Après, essayer d'en faire un, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les Tom Clancy, ils essayent d'en faire un par 6 mois, un par an. Ça, c'est comme. Ouais. C'est peut-être trop, effectivement. Puis, je sais pas. Mais je pense que. Puis, on parle du Covid, puis Ivry parle de ça, du Covid. Puis, je pense que malheureusement, avec pas le aidé. Covid, le personnel du studio a dû. Ouais, ça a en dû prendre un coup. ralentir. Ouais. Ouais, Ça a ça dû aussi. vraiment perdre du monde, puis malheureusement, bah, t'as moins de monde, tu sors moins de jeux, là, tout simplement. Ouais, Ben, il y a puis ça je pense, aussi, c'est je comme- pense aussi l'annulation puis le repoussement, tu sais, repousser des jeux. On sort de la COVID, pendant la COVID, ça a dû ralentir, puis là, il y a comme une récession qui est soit immédiate ou pas très Puis, lointaine. Là. Fait que, Il n'y a pas juste les jeux vidéo qui ont été touchés par ça aussi pour tu sais, Non, les absolument. retards, etc. Tu sais, il y a des films, il y a des séries, il y a tout qui Ouais. ont été retardés à cause du COVID. Là. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être garder en tête aussi que depuis quelques années, là, il y a eu une grosse controverse. Ubisoft puis Bethesda qui ont pris très cher parce qu'ils sortaient des jeux pas finis. Ouais. Fait que peut-être qu'ils apprennent de c'est ça, puis que c'est Mais c'est qu'ils ça que je annulent. dis. En même temps, Ils ils veulent vraiment retarderaient, finir ils le jeu. annuleraient pas. Tu sais, si Ben, tu moi, veux je t'annuler un préfère, jeu, tu le retardes, tu l'annules pas au complet, je sais pas. Ouais, ça c'est vrai. Ben, comme qu'ils ont fait avec Cyberpunk. Avatar. Là. Ouais, exact. Cyberpunk, ouais, mais il y a plein de jeux, tu sais, il y a plein de jeux qui sont sortis, genre Watch Dogs, comme c'était pourri quand c'est sorti, et très mal Puis il y optimisé, avait des mais gros maintenant, hype. c'est super bon jeu. Mhm. Ouais, mais moi, Tu c'est joues fou maintenant, de. puis Moi, c'est- c'est fou sortir des jeux qui sont pas prêts. Là. Je trouve ça C'est une, très. c'est une nouvelle génération là. Tu sais, en plus, Avery disait justement, tu sais, les remakes des vieux codes, c'est flop. Tu sais, là, en ce moment, il y a la grosse hype pour le mois d'octobre parce que le prochain qui va sortir, c'est Modern Warfare 2 remasterisé. Mais là, moi, personnellement, je leur souhaite un truc.
Puis là, pour ceux qui ont suivi la ligne Call of Duty, là, ça va être bizarre. Parce que je m'en rappelle plus si c'est en 2020 ou. Je pense que c'est en 2020. En 2021, ils ont sorti la campagne remasterisée tout seul de Modern Warfare 2. Juste la campagne. Là, ils s'en vont sortir le jeu complet. Ils vont-tu juste mettre le multijoueur puis le Special Ops, tu n'auras pas le mode campagne, puis il faudra que tu télécharges la campagne à côté, ou ils vont remettre la campagne dans le jeu. Fait que tu vas avoir deux moyens d'y jouer, mais sans pouvoir. Techniquement, le premier Modern Warfare 2, c'était 2 exécutables. T'avais un pour le multijoueur, puis t'en avais un pour les Special Ops, puis le solo. Ouais. Fait que peut-être qu'ils vont faire la même chose. Mais je trouve ça bizarre. Ils ont sorti la campagne seulement remasterisée en 2020-2021. Puis là, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, ils te sortent le jeu complet remasterisé. Je sais pas à quel point c'est remasterisé, si c'est une suite de Modern Warfare qui est sortie l'an passé. Ben moi, je l'ai joué la campagne, je te dirais, ils ont refait le jeu carrément comme il est dans le temps. Ils ont juste changé les bruits des armes. Mais c'est les mêmes looks, il n'y a rien de changé. Puis la seule fois qu'ils ont rajouté, je te dirais que tu as l'impression de jouer à Call of Duty Modern Warfare, celui-là où il y a eu le Warzone qui est sorti avec. Tu as l'impression de jouer à ça, mais avec tout ce qui est de l'univers Modern Warfare 2, parce qu'ils ont mis l'animation des armes, etc. Mais c'est. Pour la plupart des armes, ils ont le même son, mais le 3/4, c'est des armes toutes neuves avec des sons différents. Fait que moi, ça m'a un peu choqué dans un sens qu'ils aient changé les armes, le son. Puis ce qui me fait peur avec ça, c'est là, ils vont sortir le jeu bientôt. Faites attention de ne pas tout scraper le live de votre jeu. Mm-hmm. Ça va être un autre flop, ça aussi. En tout cas, c'est sûr que ça c'est quelque chose qu'on... Ça va être un Vanguard V2, là. On veut plus de flops, s'il vous plaît. Non. Malheureusement, je pense qu'il y en aura toujours des flops. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment un choc de génération. Parce que, imagine, bon, je pars loin, mais imagine GoldenEye, il était sorti, pas fini. C'est comme, ou imagine un Mario Kart fini, que sortirait pas terminé ou avec plein de bugs. Dans le temps, t'avais pas le choix. C'est ça. Parce quand t'avais ta boîte, quand tu pouvais pas update sur Internet. C'est ça, exactement. Tu sortais ton jeu, puis Gran Turismo, tu le sortais parce que, complet, parce que t'avais pas le choix. Mm-hmm. Et puis il y a même des jeux qu'à l'époque... Ah, le bon vieux temps. Ouais, ça, mais je veux dire, les jeux de maintenant sont géniaux, puis il y a des jeux qui sont excellents, puis que je regrette pas d'être né dans cette époque-là, mais comme, il y a des fois où... Ça laisse comme, ça laisse sur tes... Ça te met vraiment sur tes gardes, puis sur... Un mauvais goût avant d'acheter un jeu, tu sais, t'es comme... On dirait moi, j'achète plus de jeux. Honnêtement, moi, les jeux qui sortent qui sont plus free-to-play, je comprends même plus ces modèles-là. Je les comprends plus. Souvent, moi, ce que je me retrouve à faire, puis je m'excuse, mais des fois, je craque le jeu, puis si je l'aime, je l'achète. Ok, pour supporter le studio. Si j'y joue 30 minutes, puis que je me rends compte qu'il est pourri, je le désinstalle. Sur Steam, il y a un mode, c'est Refound, si tu joues pas un certain temps au jeu. C'est vrai que tu peux... T'as le droit de jouer 4 heures pour te faire rembourser. Surnatural m'a montré sa librairie de jeux dans Steam. Je pense qu'il y a 1000 jeux. C'est ça. Il y en a ouvert 200. Puis il en a joué peut-être 40. J'ai 1 minute de jeu dessus. Parlant de sortie de jeu, vous checkerez Behavior Beyond le 3 août. Let's go. C'est un showcase de jeu. Certain. Ouais. Moi, par exemple, je parle d'un jeu qui va sortir aussi bientôt, là. Puis ça, c'est pour moi un jeu que ça fait des années que je joue, puis j'avais hâte qu'il fasse de quoi, là. Est-ce que vous connaissez The Forest? Oui. Je sais quoi, j'ai jamais joué. Ils vont sortir Sons of the Forest. Je vous invite à aller voir le trailer. Même moi, qui fait des années que je joue. J'ai joué à ce jeu-là, j'étais encore au secondaire quand il est sorti. Puis je m'en allais au Schizo à Québec. C'est un gros centre, un peu comme les Sports Central, mais à Québec. Puis là, ça n'existe plus à cause du COVID. Mais ce jeu-là, c'est magique. Puis pour ceux qui adorent la survie, etc., en réalité semi-réelle. Puis là, j'ai vu le trailer pour le nouveau jeu qui vont sortir cette année. Puis il y a vraiment genre ça décor entre les deux sorties. Là. Mais ça va faire vraiment du bien à cette communauté-là. Ben parfait. C'est un bon jeu qu'on peut espérer pour cette année. Ouais. Ok. On passe au prochain sujet, mais j'aime les discussions. Le Canada participe aux séries de sport électronique du Commonwealth. Je vais être
tout à fait franc avec vous, je savais même pas que le Commonwealth Esports Championships était une chose ou que ça existait. Exactement. Après, tu sais, j'allais dire c'est peut-être de ma faute, mais puis que vous me direz autrement, mais je pense que vous avez confirmé que je suis pas fou. Fait que j'apprends cette semaine qu'il y aura un championnat de Commonwealth de sport électronique à Birmingham le 6 et 7 août prochain, donc dans 8 jours à peu près. C'est l'événement inaugural, fait que ça explique peut-être pourquoi on ne le connaît pas, qui se tiendra au Centre de convention internationale à Birmingham en Angleterre. C'est un événement qui vise les athlètes e-sportifs probablement des pays du Commonwealth, bien entendu, qui est une association politique englobant 56 pays, dont le Canada. Les tournois lors de l'événement vont comprendre Dota 2, eFootball, Rocket League. Chaque tournoi aura une catégorie entre guillemets ouverte et une catégorie féminine. L'événement se passe en même temps que le forum de sport électronique du Commonwealth, donc un type de conférence, symposium. Ce qui commence à avoir plus, qu'on voit de plus en plus souvent, je pense. Le chef, puis ça fait penser d'ailleurs au final du Bell Esports Challenge, là, qui vont se passer lors du Fan Expo à Toronto dans quelques semaines. Le chef des Jeux du Commonwealth dit que cet événement va servir de projet pilote pour explorer l'intégration des sports électroniques dans les Commonwealth Games en 2026. Fait que c'est un événement organisé par la Fédération globale de sport électronique ou la Global Esports Federation et les équipes canadiennes sont régies par l'Association canadienne des sports électroniques ou le Canada Esports Association. J'ai cru voir que le Canada va envoyer 2 équipes de Rocket League, une en Open et une dans la catégorie féminine. J'ai pas vraiment pu voir c'était qui les joueurs. Puis je sais pas s'il y a une équipe Dota ou eFootball. Bref, je tenais à le mentionner la nouvelle. C'est quand même cool comme événement. Puis j'espère que ça va grandir avec le temps. On parle pas d'ici des Olympiques, mais si les eSports sont intégrés dans les Commonwealth Games, qui est quand même un gros événement dans 3-4 ans, ça peut quand même mettre un pas dans la bonne direction. Je sais pas si vous avez des commentaires ou des réactions à cette nouvelle-là. Moi perso j'aime voir ça parce que on dirait que des équipes internationales. Parce que là on est d'accord que c'est vraiment international. Tu y vas sur la bannière Canada, c'est bien ça? Oh, ouais, c'est ça. C'est. Moi je trouve ça le fun parce que personnellement, je sais que je ramène toujours à CS, je suis désolé, mais moi je pense que Supernatural doit jouer à CS, un des jeux dans son Steam qui est ouvert. Une couple de fois qu'il est ouvert. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'heures, on se demande pourquoi. Mais moi je me rappelle de CS, j'ai un souvenir de compétition d'équipe internationale sur CS. Puis ça manque. Tu prends n'importe quel autre sport. Je me rappelle, il y a eu des événements que c'était Il y en a eu. Ouais, il y en a eu, je me rappelle. Il y en a eu des internationaux, mais tu prends n'importe quel autre sport. C'est pas le WCG qui faisait ça à un moment donné? Oui, c'est ça, le WSG. Ouais, WSG qui faisait ça. Mais tu sais, tu prends n'importe quel autre sport, puis on dit qu'on veut faire devenir l'e-sport comme un sport. N'importe quel autre sport qui existe, t'as des championnats du monde, t'as des championnats. Tu sais, comme tu prends, je sais pas moi, le football, bah t'as des équipes. Pour chaque ville, etc. Bon, ok, c'est pas des organisations en tant que telles, mais oui, techniquement, ça en l'est. Mais t'as aussi championnat du monde par équipe de nationalité. Enfin, qu'on devrait effectivement en avoir plus que ça, puis c'est le fun de voir ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Rocket League avec Intel puis les Jeux Olympiques l'an passé, je pense, c'était vraiment cool. C'est nice. On pourrait l'organiser pour les provinces canadiennes, guys. Ça commencera cool. Là. Ça pourrait être nice. Puis tu fais ça par ville aussi au Québec. Tu fais ça. Trois-Rivières contre Sherbrooke. Ah, mais tu fais, tu sais, comme il existe pour le. C'est quoi l'organisation provinciale, fédérale. Puis moi, je mise sur Gatineau, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de. Drummondville contre Saint-Hyacinthe. J'imagine, tu sais, genre, t'as toutes les grosses villes que tout le monde entend parler tout le temps, puis tout le monde connaît, puis après ça, t'arrives là. Excusez, je vais me faire une petite référence à ma ville natale, mais t'arrives. Chibougamau contre Montmagny. Ben oui. Ça va être la meilleure game, c'est clair. Bref, un beau événement là. Je vais essayer de regarder s'il y a des streams. J'ose croire qu'il y en a, mais c'est sûr qu'ils vendent des billets. J'allais dire qu'ils vendent des billets, mais bon, je pense pas que personne va aller faire le trajet jusqu'en Angleterre pour ça, mais si ça vous tente. On sait jamais. Si vous êtes dans les parages, ça. La prochaine nouvelle que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est pas tant québécois, mais je tenais à le souligner. C'est TELUS qui lance un Ultimate Gamer Bundle. Fait que
TELUS nous apprend cette semaine que leur Pure Fiber Ultimate Gamer Bundle offre à ses utilisateurs une expérience de jeu en nuage ou cloud gaming inégalée. C'est une offre qui est en ce moment accessible qu'aux utilisateurs en Alberta et en Colombie-Britannique, mais j'ose croire que ça va se répandre assez rapidement. Les joueurs en question auront donc accès au service Wi-Fi 6 de dernière génération et au service personnalisé Wi-Fi Plus de TELUS. Les clients obtiennent aussi 2 ans d'abonnement à GeForce Now Priority de NVIDIA, qui permettent d'accéder à plus de 1300 jeux PC, comme Fortnite, Apex Legends, Dying Light 2, Cyberpunk, Rocket League qu'on a mentionné. Je note par contre qu'il faut déjà avoir acheté les jeux en question, si pas gratuit, fait que pour Supernatural, ça va pas être un problème, pour y accéder par le service de GeForce Now. Le coût du bundle de TELUS commence à 120$ par mois. Une souscription à GeForce Now pour leur service Priority, qui vous donne 6 heures par session, 1080p à 60 fps, est à environ 13$ par mois. Fait que tu as 2 ans de 13$ par mois inclus dans tes souscriptions mensuelles de TELUS à 120$ par mois. GeForce Now, juste pour votre information, ils ont aussi une catégorie de plus haute performance qui est 25$ par mois. Ça donne des sessions de 8 heures, 4K sur 120 fps ou jusqu'à 120 fps. Puis je note qu'il y a aussi une option gratuite pour des sessions de 1 heure. Donc l'idée du service, si j'ai bien compris, c'est que les gens avec un accès à ce service de TELUS et NVIDIA pourront avoir accès à plus de 1300 jeux PC qu'ils pourront streamer à presque tous les appareils avec une qualité GeForce. Ce qui semble vouloir ouvrir le marché du high-end gaming à des gens qui auraient du matériel ou du hardware moins puissant. Le concept du GeForce Now est essentiellement que les jeux en question sont hébergés sur les serveurs de NVIDIA pendant toute la durée de l'abonnement et transmis aux abonnés par le biais du streaming vidéo. Donc, en théorie, vous pouvez jouer à vos jeux à distance sur des appareils Android, MacBook ou même des ordi portables peu puissants. Puis avec le bundle TELUS, vous avez donc le Priority GeForce à 13$ par mois, ce qui limite votre temps de jeu par session à 6 heures. Fait que vous pouvez jouer à 6, je sais pas c'est quoi la définition d'une session, mais vous pouvez jouer jusqu'à 6 heures de temps en comme une shot. Bref, c'est essentiellement une nouvelle qui, selon moi, annonce un partenariat entre TELUS et NVIDIA, on s'entend. Puis ça me rappelle beaucoup Google Stadia, c'était NVIDIA. Ouais, puis aussi Shadow, je pense que ça s'appelait. Tu peux jouer à des gros PC à distance. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Moi, j'ai une couple de commentaires, mais je vous laisse réagir avant si vous en avez. Puis sinon, ben, je vais renchaîner. Moi, personnellement, ça m'a surpris. Parce qu'on s'entend-tu que normalement, TELUS, à part le basic, la télé, le téléphone, Internet, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, sérieusement, ça me tient un peu les jambes de voir ce genre de partenariat-là. Parce que ça va permettre, justement, comme tu disais, avec les gens qui ont des machines un peu moins puissantes, de pouvoir jouer et streamer aussi. Fait que ça va peut-être donner une chance à des gens qui ne pouvaient pas streamer parce que justement, ils n'ont pas un bon PC puis pour jouer ou pour streamer. Ça fait que ça va donner peut-être une autre vision au monde pour jouer à certains jeux. Mais c'est vraiment bon, sérieusement. C'est sûr que pour tous. Ben c'est ça, tu sais, c'est ce qui est le fun. Tout le monde va pouvoir jouer, puis tout le monde va pouvoir vivre certaines expériences différentes. La seule hic, par exemple, c'est, on s'entend dessus. Oui, pour majoritairement tout le monde, c'est abordable, mais pour certaines personnes, c'est pas abordable. Fait que c'est sûr que le prix, personnellement, je dirais le prix est à revoir pour le gros pack au top, mais le reste, pour moi, est tout bon. C'est cool que TELUS il s'embarque dans le jeu vidéo de plus en plus. Ouais. Il y avait Norton Arena avec TELUS qui avait fait un tournoi de Rocket League, ça avait bien fonctionné. Je pense qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient continuer à faire d'autres trucs, là, mais ça s'est pas vraiment concrétisé dans les derniers jours. Je pense qu'ils ont un genre VP ou director de e-sport chez TELUS, là, fait que ils sont quand même investis. Moi je suis d'accord avec vous que moi j'adore le concept du cloud gaming en théorie, là, puis il y a Avery dans le chat qui dit que personne, c'est un bon concept, l'idée est cool, mais personne a réussi à livrer un service qui marchait vraiment ou qui a live up to expectation en bon français. C'est quoi, y a-tu trop de latence? Ben c'est ça, moi ça me fait penser à Google Stadia. Fait que Google Stadia, il y avait deux choses. Ils ont dit genre zero latency, ce qui n'a pas été le cas. Puis il y avait comme un manque de jeu. Un manque de jeu dans Google Stadia. Ici avec NVIDIA, que tu puisses accéder à ton, au gros jeux Rocket League, Fortnite, etc. Je pense que c'est très cool. Mais bon, j'ai pas testé la performance encore une fois. Est-ce que ça marche réellement? Le fait de bundler ça avec TELUS, je trouve intéressant aussi parce que TELUS
mis à part ce partenariat-là, met de l'avant le fait qu'ils ont le meilleur réseau au pays, le plus rapide pour ce genre de service-là. Certains jeux, selon moi, par contre, à 60 FPS, je suis pas sûr que c'est optimal, mais bon, ça se compare aux consoles, j'imagine, fait que c'est pas la fin du monde non plus. Ça, après, tu sais, pour genre 13$ par mois, je trouve que ça peut s'amortir sur beaucoup de mois et d'années à comparer au prix d'un ordi, fait que c'est vraiment cool de rendre ça plus abordable pour du monde que justement, ils n'ont pas des gros gaming PC, puis que tu n'as pas besoin d'une grosse carte graphique ou d'un gros CPU pour le faire. Puis aussi, la question de portabilité. En théorie, tu peux jouer à ton jeu comme n'importe où, ce qui est quand même nice. Pour le partenariat en question, je pense que c'est intelligent des deux compagnies. Comme je vous dis, j'ose croire que le 13$ par mois, il va comme pas être inclus dans ton prix mensuel que tu paies à TELUS anyway. Mais le marketing peut être intéressant si c'est bien exécuté. Je pense que les gagnants, selon moi, c'est surtout Nvidia par contre, plutôt que TELUS. Je pense, j'ai comme de la misère à croire que quelqu'un va switch à TELUS pour avoir un service qui coûte 13$ par mois. Je pense que leur point de vente, c'est plus le fait que c'est la vitesse du réseau qu'ils ont, puis que peut-être ce service-là ne marcherait pas sur d'autres fournisseurs, mais je suis pas convaincu que ça soit vrai. Mais bon, c'est mon point de vue. Je pense que c'est cool, comme Echo a dit, que TELUS s'aventure de plus en plus dans le gaming, comprennent qu'il y a un marché pour leur service dans le gaming qui est très important. Puis on verra. Moi, je pense que le concept d'NVIDIA est super intéressant. J'avais pas vraiment vu passer cette affaire-là. J'avais entendu Google Stadia, un peu moins NVIDIA. Mais j'espère que ça va avoir plus de succès que Stadia, parce que Stadia, c'est pas mal mort, là, à moins que je me trompe. Je suis peut-être dans le champ, mais je pense que c'est le moyen de dire à un autre concurrent qu'ils ne sont pas faits, puis ils vont essayer de pogner tout le monde. Peut-être. Mais après, tu sais, ton switch d'Internet Service Provider en tant que gamer, comme y a-tu un de nous quatre ici qui va. Disons que c'était disponible au Québec. Y en a-tu un ici qui switcherait à TELUS pour ça? Ou est-ce que vous êtes plus apporté à peut-être essayer NVIDIA maintenant que vous sachez que ça existe à 13$ par mois, tu sais? Moi, personnellement, si j'avais pas le PC que j'ai là, j'irais. Je pense que c'est à pour les TELUS nouveaux, ou à GeForce? Parce que c'est deux services. Tu sais, tu peux avoir ton GeForce à 13$ par mois avec ton Internet sur un autre Internet, exact. Oh, ouais, je pense que c'est ça. C'est ça l'affaire. Genre, moi, j'ai belle fibre, puis il va vite, comme très vite. Puis j'essaierais le GeForce, parce que je trouve que c'est super intéressant comme concept, puis peut-être que je vais même l'essayer just for fun. Mais je suis pas sûr que je switcherais mon ISP juste pour aller chercher un truc de 13$, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est ça, je voulais dire, c'est comme toi, je le fais, mais je me suis. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que genre, je me suis foiré dans mes mots. Je trouve que pour Nvidia, c'est un bon concept, mais je suis pas certain que ça va être un gros point de vente pour TELUS. Mais bon, c'est mon point de vue. Je suis vraiment pareil comme toi là-dessus, c'est juste que je me suis enfargé dans mes mots. Non, mais c'est parfait. J'ai aimé que tu es allé de l'autre bord pour que je puisse avoir de l'air encore plus intelligent en mentionnant mon point de vue. Le dernier sujet de la soirée est plus une question. Fait que c'est Benji qui nous lance la question suivante, puis je vais expliquer son point de vue, puis vous pourrez commenter si vous êtes d'accord ou pas. Benji nous lance la question de est-ce que les développeurs de jeux devraient miser sur les sports électroniques? Bon, j'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas, de un, peut-être, Benji est en charge du développement des affaires chez EdgeGap. Il était antérieurement sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise de sport électronique et il avait fondé la Maplestone League pour ceux qui s'aventuraient dans Hearthstone. C'était une ligue de Hearthstone dans le temps. Il a d'ailleurs passé sur le podcast il y a quelques semaines aussi. Bref, Benji lance une discussion que j'ai trouvée vraiment intéressante cette semaine. Il argumente essentiellement que pas tous les développeurs de jeux devraient se ruer sur un investissement envers les sports électroniques. Il dit que si des studios AAA avec des milliers d'employés, des revenus dans les milliards, ont de la misère à le faire, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une équipe d'une dizaine de personnes pourrait s'y prendre? Fait qu'il affirme que une telle équipe ne devrait probablement pas s'essayer. Il donne deux raisons principales. Selon lui, les studios indie, ils auront besoin d'un paquet d'expertise qui ne sont pas liés au développement de jeux.
Fait que, telles que les connaissances en diffusion, gestion de talent, opération de ligue ou tournoi, organisation événementielle et commandite. Donc, de l'expertise qu'ils vont devoir aller chercher qu'ils n'ont pas actuellement. Et la deuxième raison, c'est qu'il dit que les studios devraient investir de l'argent. Fait qu'en même temps, il dit que le plus gros défi d'habitude pour des studios indie, c'est justement un défi de financement. Donc, selon lui, une stratégie sportive, c'est une stratégie de croissance et de rétention qui se veut coûteuse. Donc, même si certains studios s'investissent en e-sport pour le marketing, on parle genre Riot à Valorant ou même à League of Legends, et pour faire connaître leur jeu, Bungie de l'avis que cette approche n'est pas optimale et devrait être écartée par les plus petits studios car la stratégie tomberait à l'extérieur de leurs compétences et que ça coûte simplement trop cher pour bien l'exécuter. Il est toutefois de l'avis qu'un studio indie peut quand même aller chercher un aspect compétitif, surtout pour des jeux multiplayer. Il dit pour le faire, les studios devraient se concentrer sur une stratégie qu'il appelle entre guillemets grassroots, en responsabilisant ou en donnant du pouvoir à des leaders communautaires. Fait que 3 choses qu'il faut pour faire ça, selon lui. Les outiller, ces gens-là, par exemple, avoir un mode spectateur, avoir des leaderboards, des serveurs, des in-game replays et des stats, devrait aussi leur donner de la reconnaissance et des ressources, si on peut, par exemple des prix in-game, des clés de jeu, etc. Fait qu'il dit que ceci va bâtir des petites communautés qui vont aider à propulser les jeux. La question que j'aimerais que vous répondez, c'est est-ce que vous pensez que le e-sport, c'est un véhicule de marketing viable? Puis 2, est-ce que vous pensez que c'est viable pour la majorité des jeux compétitifs puis que le monde devrait l'essayer? Ou est-ce que vous êtes de l'avis de Bungie pour dire que c'est quand même très difficile de le faire puis peut-être le monde devrait pas s'y aventurer? Moi, je suis du même avis que Bungie, je pense, son nom. Je pense que les jeux devraient se concentrer sur un bon jeu, un bon contenu, peut-être un mode multiplayer qui fait du sens avec un bon système de rank, tout. Le e-sport, c'est vraiment après qu'il faut aller vers là. D'accord avec Echo là-dessus. Je pense que Ça demande plus d'expertise, là, puis il faut que tu élargis ton Mais après, expertise le pour faire marketing ça, de ce type de jeu-là, sans e-sport, n'est pas évident, right? bah oui et non, parce que regarde, t'as des jeux, il y a certains jeux, le côté compétitif, il l'avait. Moi, quand tu me parles de ça, le premier jeu qui me vient en tête, c'est Rogue Company. Ouais, j'allais mentionner ce jeu-là. Un jeu de TPS à 4 contre 4, puis qui a été très axé compétitif, puis il y a plein de petits tournois accessibles à tout le monde. Puis le jeu est vraiment pas connu, mais il y a du monde qui joue, puis c'est majoritairement compétitif. C'est très bon. Mais tu vois, moi j'allais dire que eux, ils ont essayé le volet e-sportif, right? Oui, puis je pense que ça peut marcher, mais moi je pense que malheureusement, faut garder en tête que l'e-sport, ça reste une minorité du jeu vidéo en général. Le jeu vidéo, c'est énorme, puis il y a des millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui savent même pas ce que c'est l'e-sport. 3 milliards. Et je pense, tu parlais des tournois, etc., qui ont essayé le volet sportif. C'est pas Valors avant qu'ils ferment qui avait envoyé une équipe Valors avait une équipe. Valors avait une équipe de Rogue Company avant qu'ils ferment. C'était une des top 8 équipes au monde, je crois. C'est ça, tu sais. Ils ont quand même fait un truc. C'était 20 000 price pool. Ouais, fait que Rogue Company, c'est développé par First Watch Games puis publié par Hi-Rez Studios. Hi-Rez Studios, c'est un studio de plus de 450 employés, puis estimé avec un revenu annuel de 150 millions ou plus. Ils ont-tu fait Paladin, eux? Ouais, c'est eux qui ont fait Paladin. Je pense que oui. Ouais, c'est eux qui ont fait Paladin. Fait que c'est quand même un gros, une grosse boîte, puis puis selon moi, ils poussent le e-sport. Ils l'ont poussé, puis je suis pas certain qu'ils auraient dû, parce que l'exécution, selon moi, est pas là. Alors, j'ai écouté ce tournoi-là, le Top 8, c'est un prize pool, comme tu viens de mentionner, Jay, quelques dizaines de mille, je pense, puis c'est très minuscule comme prize pool pour un développeur de jeu. Tu veux dire, Emile? J'ai regardé le e-sport de Paladin, le Paladin World Championship, là, le prize pool, c'était 100 000. My God. Tu sais, moi, ça c'est une autre discussion qu'on peut avoir. Moi, je pense que en théorie, on n'aurait pas besoin de prize pool pour pousser du gros e-sport. Supernatural en a parlé dans le sens de les coupes du monde,
de soccer, de whatever. Il n'y a pas de prize pool dans ces trucs-là, right? Est-ce que vous écouterez le Canada jouer dans les Olympiques e-sportives? Moi, oui. Je pense pas que c'est le prize pool qui drive ça. Après, le problème, c'est que chaque jeu est développé par une compagnie à but lucratif ou à profit. Puis là, tu te bats un peu pour Dota 2 à 40 millions au International. Le monde va écouter parce que c'est huge. Moi, j'ai 20 000 à Rogue Company. Encore une fois, l'œuf ou la poule. Je pense pas que le marketing pour Rogue Company marche bien, selon moi, dans l'e-sport. Puis ça s'en va vers ce que Benji a dit. Si Rogue Company sont pas capables, avec genre 150 millions par année de revenus pour la grosse compagnie derrière, les indie games, grassroots, les fighting game scenes, genre on le voit, là, c'est des belles scènes grassroots avec des grosses communautés. Puis c'est pas des push e-sportifs souvent des développeurs. Puis ça marche bien. Après, ces communautés-là aussi se plaignent souvent que justement, il n'y a pas de support du développeur. Fait que, I don't know. Tu parlais du truc de Fighting Games, bro. Là, je pense que World Championship, il est quand même à 500K. Ouais, c'est ça. Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Tu sais, Smash, je sais que Nintendo sont comme jamais impliqués. Puis même qu'ils mettent des bâtons dans les roues des gens souvent. Fait que ça dépend des développeurs. Puis tu sais, on pense même CSGO, il n'y a pas grand-chose qui est organisé par Valve directement. Les autres, ils font juste sortir des nouveaux skins avec des nouvelles cases. Ben eux, ils ont juste... C'était un des premiers, sinon le premier avec ce concept-là, que Valorant a un peu copié maintenant, puis qui ont été très tôt dans la scène, fait que le volet e-sportif s'est comme développé de soi. Puis c'était grassroots au début, mais ça a été tellement populaire que ça a explosé. Fait que c'est un peu une exception à la règle, je pense. Mais bon, moi je pense que c'est un débat intéressant, parce que je pense que beaucoup de ces jeux-là voient justement le marketing à travers les e-sports. Moi, personnellement, je trouve que les launchs de jeux, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce que Valorant a fait, c'est les drops de beta keys avec des streamers. Je pense que c'est de plus en plus populaire comme marketing. Puis je pense que ça se fait très bien, même si c'est pas nécessairement du e-sport. C'est plus des influencer marketing comme qu'on faisait dans le temps ou qu'on fait encore avec les influenceurs sur Instagram, etc. Fait que peut-être de Apex, si je dis pas de conneries aussi, de dropper des clés. Ça se peut. Rainbow Six aussi. Je pense que Multiverse est en train de faire ça aussi, je me trompe pas. De quoi? Oui, Multiverse, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Mais tu vois, pour complémenter un peu ce que tu disais, Mil, par rapport à Iris Studio, je regarde leurs 4 jeux, mettons, les plus connus, puis on dirait qu'ils sont vraiment à part, parce que les 4 jeux, c'est Smite, qui est quand même compétitif, Paladin, qui est compétitif, Rogue Company, puis Realm Royale. C'est que des jeux qui ont ce petit format compétitif. Fait, j'ai l'impression que eux, ils se sont dit, on a un budget, on peut se permettre, ils ont essayé, mais j'ai pas l'impression que des studios plus petits qu'eux pourraient se permettre ça, effectivement. Il y a 2 exemples que j'ai déjà joué, c'est Spellbreak, ça c'est un jeu avec des gants, c'est un Battle Royale avec des gants magiques, là, c'est vraiment cool. Il y a aussi Rocket Arena, je sais pas s'il y a un des 2 jeux que vous connaissez. Là. Non, c'est des petits jeux qui ont sorti, puis ils ont vraiment pas fonctionné, puis c'était vraiment du multiplayer e-sports. Rocket Arena, en plus, c'est EA qui avait fait ça, mon dieu. Ils sont en partenariat avec EA. Le premier que tu as nommé, de nom, je le connais, mais c'est un Battle Royale, c'était cool à jouer, mais j'ai comme pas accroché, puis Rocket Arena c'était un flop, là, ça a juste vraiment pas fonctionné. Là. Ils ont launch avec un gros tournoi de streamers, puis ça a pas fonctionné. Mais en vrai, ce qui est comme plate aussi, c'est que ces jeux-là, oui, ils sont petits, puis en même temps, la communauté est propre à chaque jeu. C'est juste ça qui est plate, c'est qu'ils n'ont pas fait tant d'updates que ça. Sinon, je pense qu'ils se noient aussi dans la marée de Battle Royale qu'on nous pond tout le temps. Là. Ouais, Spellbreak, c'est sûr. Là. Puis même, pour te comparer, genre, faudrait que je revoie la liste, là, mais on s'entend-tu, Overwatch, oui, ils ont rajouté des personnages, mais pas tant que ça. Ils en ont rajouté, mais c'est quand même limité. Tandis que t'arrives sur Paladin, t'as quasiment le double ou le triple de personnages. C'est imbécile. Ouais, Paladin, c'est plus comparable à League of Legends. Ils rajoutent des personnages tout le temps aussi. Ouais, c'est ça. Valorant aussi commence, là, c'est vraiment... Dans ce rythme-là, d'ici 2 ans, là, il va y avoir beaucoup trop de personnages. Là, la fois que je trouve pas avec Valorant, c'est que ils mettent pas l'emphase sur les personnages principaux. Parce que de base, tu sais, quand on a commencé à jouer à Valorant, t'avais juste la team de base. Ouais, genre 10-15 persos. Là.
Non, il y en avait 5 en partant. Bah, Il y en avait plus Ouais. que 5, mais... Peut-être 8, 10. Entre 5 et 8 de ce que je me rappelle. Puis c'est vraiment les trucs de base. Ils ont commencé à en sortir après, ok, fine. Mais là, ils mettent juste la hype sur ceux-là. Puis si vous remarquez bien, les personnages de base, à part peut-être Sova, Sage puis Omen, Je vois pas l'intérêt de garder l'attention sur les premiers personnages, non? ben moi c'est ça que je me dis, tu sais, oui, tu peux varier tes affaires sur des nouveaux personnages, mais ce qui Ben, est, ils sont ce qui est toujours comme- en train de les tweaker. Là. Moi le danger Encore, que moi je trouve avec Valorant, c'est éventuellement ça va devenir Ben, de c'est parce que moins en ça moins... fait ça. Ben, je trouve que ça va devenir de moins en moins Parce- viewer-friendly, parce que si Ouais. tu suis pas le jeu un peu comme Comme League, League. tu vas Ouais, ça pas va devenir comprendre comme la League. magie, puis tu vas Ouais, faire ouais. comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, si t'as pas vu Mhm. Astra arriver sur Valorant, puis là t'es allé écouter, puis t'es comme, attends, pourquoi ce gars-là se fait ça, puis il y a du mauve partout, puis genre, Ouais, il y a exact. des étoiles, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui, Comme je R6, trouve... comme là. Ben, R6, Ouais, c'est c'est déjà ça. moins, parce que, tu sais, c'est beaucoup sur le gunplay aussi, mais, tu sais, Ouais. c'est pas de Puis, la magie, je mais oui, dirais- il y a des petits trucs que t'es comme, what is that? Mais... Et on Ouais. s'entend-tu que Rainbow Six, c'est pas mal plus des trucs gadgets que des Ouais. Ouais, pouvoirs? c'est Mais ça ressemble, je trouve. slow-paced aussi, mais bref. Ok, des belles discussions. Je sais pas si vous avez des shout-outs, des sujets, ça fait déjà 1h45 qu'on est là, ou d'autres choses que vous voulez, desquelles vous voulez parler avant qu'on ferme le stream. Moi, personnellement, je tiens à te remercier pour l'invitation. Ouais, Ça merci fait pour plaisir, l'invitation. merci de venir. Gros big up à toi et toute ton Invitation. équipe pour ça, parce que sérieusement, c'est un podcast que moi j'adore. Je suis tout le temps en train de regarder quasiment tous les jeudis, puis c'est vraiment un des seuls podcasts que je suis capable d'écouter, puis pas juste parce que c'est du e-sport, mais tu sais, qui est bien géré, puis que c'est vraiment intéressant à écouter. Fait que- puis gros shout-out aussi à Echo et à Sonna pour avoir participé avec nous autres. J'ai bien aimé Ah ma ouais, soirée. vous avez vraiment parlé ce soir, les gars. C'est Euh, cool. Ça vous Good job ça- pour ta constance aussi avec le podcast. C'est pas facile de Merci. faire un podcast à chaque semaine. Puis de... Ben moi, je le dis toujours, mais je suis toujours surpris comment il y a vraiment des... Ben, tu sais, des fois, c'est pas des grosses nouvelles, mais qu'il y a des nouvelles constamment à chaque semaine dans une petite Mhm. scène. Tu sais, on se restreint quand même beaucoup à la scène québécoise, du moins majoritairement. Fait que c'est cool de voir comment ça vibre, puis, tu sais, je vais être franc avec vous, il y a plein de choses qu'on voit même pas passer, comme on n'est pas tant dans les autres, dans tous les communautés, tu sais, Fighting Games, il y a plein de choses qu'on voit pas, League of Legends, sûrement aussi, on a parlé ce soir. Donc, encore une fois, si vous voyez des sujets à vous trois, puis à tout le monde dans le chat, ou tout le monde qui écoute par après, envoyez-nous-les. On veut vraiment faire rayonner tous les beaux projets dans notre scène. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous pouvez justement, comme Jay vient de le mentionner, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez écouter sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si vous ne regardez pas en live, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont voir le podcast, le plus de monde vont connaître notre scène. Et ben, éventuellement, ça va grandir de plus en plus. Et le plus que ça grandit, ben, le plus d'opportunités que ça va porter à tout le monde. Comme on dit en bon français, Rising Tide raises all boats. Hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. On est là tous les jeudis soirs, ou du moins on essaie de l'être. Donc, n'hésitez pas si aussi vous voulez faire partie du podcast, de nous envoyer un message. Les gars, shout out. Ouais, je vois une petite main de Jay. Le petit point, si jamais tu me réinvites, je vais essayer de me calmer sur le parlage, parce que à part toi, Ah non, qui c'était parle de parfait. sujet, Mais non, il faut, on est là pour Ben non, débattre. J'ai- moi je préfère mais- de loin du mais- monde qui parle que du monde qui parle pas. Ben, là. c'est ça, fait, au moins pour une fois, ça le but. sans être cru et sans être méchant, ma grand gueule m'a servi pour une fois dans ma vie. Mais non, c'était parfait, j'ai adoré. Moi, je me suis. Merci aux Je prenais viewers qui mon ont eau, je vous participé. parlais à vous Ouais, trois qui. merci à tout le qui- monde qui a participé avec nous autres aussi dans le chat, sérieusement. Qui sont là jusqu'à la fin, ouais. Absolument. on- Bonne Donc, soirée. on se voit jeudi prochain et plein de choses avant jeudi prochain qui se passent dans la scène. À plus. Ciao. Peace. Bye.